Il marche en parlant et après. Ah non, je vous arrête. Il parle en marchant, ça n'a rien à voir. Si vous le dites. Tant qu'il circule, il peut bien causer si ça lui chante. Salut toi. T'es peut-être pas au courant, mais tu viens d'atterrir sur un podcast un peu particulier. Tous les week-ends, je me lève avant le reste du monde pour aller marcher en forêt en cogitant à voix haute. Et le pire, c'est que j'enregistre tout ça, son et images. Donc si là t'es sur une plateforme d'écoute, n'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube pour profiter du paysage et de ma ravissante ganache. Et au fait, moi c'est Basile, mais on m'appelle le B. Maintenant qu'on s'est présenté, tu vas pouvoir écouter Gambade et Gamberge. Allez, j'enfile mes bottes et on peut démarrer. Hello tout le monde, on est reparti pour un nouvel épisode. Alors celui-là, je sais même pas lequel ce sera. Il y a eu le 0, le 1, le 2, le 3, le 4. Hier, je crois bien que c'est le 5 que j'ai tourné, qui a failli tourner court, qui a failli être coupé court à cause d'un orage, mais l'orage nous a fait le plaisir d'arriver à la toute fin. Et donc celui-ci, c'est, si mes calculs sont bons, le 6, enfin le 06, mais donc, oula, j'ai du mal le matin, le numéro 06, mais qui est en fait le 7e épisode, vu qu'on a un épisode 0, un épisode de genèse, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui est un peu l'épisode premier où j'ai testé le concept. Alors, comme je suis un génie, ce qui ne fait plus aucun doute pour vous, si vous me suivez depuis quelque temps, je sais pas trop comment j'ai fait, étant donné que ça m'arrive des dizaines de fois par an de gérer des choses sur YouTube pour d'autres personnes que moi, pour des amis ou des clients avec qui je travaille. Là, il se trouve que pour m'occuper de ma propre chaîne, entre guillemets, Gambade et Gamberge, j'ai réussi à uploader dans le mauvais ordre les épisodes. Alors, j'ai aucun souvenir de comment j'ai pu faire ça. Tout ce que je sais, c'est que les 3 épisodes ont bien été exportés, post-produits, exportés d'un seul coup. Donc ça, déjà, c'est le meilleur moyen de faire des erreurs d'ordre. Mais voilà, donc quand vous arrivez sur la chaîne YouTube et que vous ne connaissez pas du tout le concept, etc., je crois que ça commence par en fait le 2, puis ça suit par le 1 et par le 0, et ensuite on passe au 3 et au 4. Voilà, c'est un petit coup de génie, je pourrais vous dire, ça c'est ma signature. C'est comme ça que je me fais remarquer. Pas du tout, c'est juste que je devais être mal réveillé quand j'ai fait ça. Donc voilà, c'est absolument pas décisif pour la suite, mais aujourd'hui on a une chance théorique, c'est que là, devant mes yeux, alors je me fais moins d'espoir, je me fais moins d'illusions, mais je commence à perdre un petit peu en optimisme, mais on a un ciel bleu. Alors juste pour vous donner une info, hier j'avais un ciel à peu près bleu aussi, sauf que je me suis quand même mangé un orage dans la tronche. Le week-end dernier, je me suis mangé un orage bien vénère dans la tronche aussi. Il faut que vous sachiez quelque chose, je crois pas que j'en parle dans les prises, mais j'ai quand même du matos qui a morflé. Donc, tout ça pour vous dire, c'est qu'en fait, hier, en rentrant à la suite de l'orage, donc en fin d'épisode, qu'on ne voit pas dans l'épisode du coup, parce que j'abrège. C'est un épisode qui avait un peu traîné en longueur, mais du coup, j'abrège. Oh, attendez, il faut que je vous montre ça. Ne m'en veuillez pas, je crois que j'ai vraiment pas été assez vif, mais encore une fois, ce matin, j'ai eu le petit bonheur, le petit plaisir de voir une biche, une petite biche passer. Là, elle était vraiment, je sais pas, à 30 mètres, même pas. Elle s'est arrêtée, elle a figé, elle m'a regardé 3 secondes. Donc c'est souvent comme ça que se comportent les animaux quand ils détectent, un mongolien en train de faire un podcast en forêt, ce qui devient de plus en plus courant à cause de moi. Elle était magnifique, je sais pas si c'est la même que j'ai vue il y a quelques épisodes de ça. Le temps de faire ma manip de génie avec le stabilisateur, de retourner le cadre, etc. pour vous la montrer. On voit peut-être, je verrai ça au montage, on la voit peut-être se carapater vers la forêt au loin. Mais en tout cas, si on la voit pas, excusez-moi. Et puis quand j'ai compris que j'allais pas réussir à bien la filmer, j'ai juste apprécié le moment et j'ai juste essayé de la regarder. Ça d'ailleurs, c'est un truc, pour faire une mini digression directe. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui pensent d'abord à filmer. Bon là, moi, je suis en train de filmer dans la forêt. J'ai le truc en train de tourner, prêt à tirer, entre guillemets, sur la moindre chose intéressante qui s'affiche. Mais je parle plutôt dans la vie en général. J'ai du mal avec les gens quand ils tombent nez à nez avec quelque chose de magnifique, ce qui arrive souvent, ou de mignon, ou de beau, ou de remarquable. J'ai du mal avec les gens, en fait, dont le premier réflexe, c'est d'aller mettre la main à la poche pour choper le téléphone.
tout de suite aller faire le point sur sur l'objet en question et le filmer. Et on se dit, mais en fait, les yeux de la personne ont à peine eu le temps de l'apprécier la chose. Et s'il faut, la chose va disparaître avant même qu'on puisse avoir reposé notre vrai regard authentique dessus. Et on a beau se raconter ce qu'on veut, en fait, on n'aura pas le souvenir. On n'aura pas le souvenir de la vraie chose concrète en elle-même. On aura le souvenir de l'image qu'on en aura prise, de la vidéo ou de la photo, ce qui en soi revient à avoir le même souvenir que votre compagnon, votre cousin, votre voisin, votre grand-mère à qui vous montrerez la photo plus tard, ou vos réseaux. Donc en fait, c'est génial, ça veut dire que vous avez eu l'opportunité de vivre une expérience et vous vous en êtes dispensé juste pour pouvoir obtenir du matériel long terme de cette expérience. Alors évidemment, on ne peut pas reprocher aux gens de vouloir garder des souvenirs et tout, mais il y a un schéma mental, moi, qui me pose problème dans cette manière de procéder. C'est quoi? Est-ce qu'on veut avoir la preuve qu'on a vu ce qu'on a vu? Ou est-ce que c'est tellement émouvant, tellement impactant pour nous qu'on veut pouvoir le revoir à tout moment? Alors qu'en soi, là, je viens de voir une biche, les gars. Une magnifique biche. J'ai un iPhone qui fait de belles photos, mais c'était un bazar avec le stabilisateur, etc. Donc, impossible pour moi de faire de l'image de qualité. Mais les gars, si je veux voir une magnifique biche en rentrant chez moi, je vais regarder des documentaires. Je vais regarder des documentaires, je peux aller voir des photos merveilleuses de gens qui ont dédié leur vie à ramper dans la forêt pour prendre des photos embusquées des plus beaux animaux de la faune. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on essaie de capturer? Alors, je comprends. Il y a une partie de moi qui comprend, et il y a une partie de moi qui est complètement perdue par la chose, quoi. Est-ce qu'on peut pas juste s'arrêter, profiter du fait que ce soit nos yeux qui captent et qui emmagasinent de la matière dans notre cerveau, vous voyez ce qu'on peut faire avec cette matière-là, quoi. Je veux dire, ça peut tellement, si vous tombez sur quelque chose de fort, d'émouvant, de puissant, de choquant, de ce que vous voulez, ça peut tellement avoir d'impact sur vous plus tard si vous décidez de créer à partir d'une inspiration qui concerne cette chose. Ça peut, la manière dont vous le raconterez. Sortir un smartphone et prendre une photo, ouais, ok. Bref, donc on va pas épiloguer là-dessus, mais c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours un petit peu décontenancé, pour utiliser un mot simple. Tiens, digression grâce à une autre digression. C'était un sujet dont je voulais vous parler déjà il y a quelques temps, mais à chaque fois, j'ai des trucs en tête et je me dis « Ah, il faut que je leur parle de ça ». Et puis je zappe, évidemment. Bon, ça se relâche un petit peu, mais on va parler de copywriting, là, tout de suite maintenant. Le copywriting, donc, est une espèce de grande blague en France, même si... alors là, je vais pas me faire que des potes, mais rassurez-vous, j'ai beaucoup d'amis et de gens bien dans mon entourage qui sont des copywriters. Mais ce que je veux dire quand je dis que c'est une grande blague, c'est que ça a beaucoup trop buzzé, le copywriting en France, notamment sur LinkedIn. Ça a pris une hype beaucoup trop importante pour ce que c'est, sans pour autant rentrer dans la rigidité du métier, dans la difficulté du métier. Et c'est devenu, comme le e-commerce l'a été à une époque, comme la crypto l'a été ensuite de manière beaucoup plus forte et globale. Mais c'est devenu le truc trendy où n'importe qui s'ennuie, qui arrive en fin de droit d'allocation chômage, commence à se poser la question de si c'était pas en fait sa destinée de vendre avec les mots, etc. Donc jusque-là, en fait, aucun problème. N'importe quelle nouvelle voie qu'un individu peut prendre pour changer sa trajectoire et l'améliorer, mais avec grand plaisir. Le copywriting, pour redonner un tout petit peu de contexte aux gens qui nous écouteraient, qui ne seraient pas dans la maîtrise de ce terme, on parle de... Alors, moi, j'aime pas du tout les gens qui prétendent que c'est l'art de vendre avec les mots. Évidemment, c'est la finalité qu'on recherche. Le copywriting, c'est quelque chose qui existe depuis des décennies, si c'est pas plus. Le copywriting, c'est l'art de rédiger des textes. Alors évidemment, on va dire oui, c'est pour vendre, oui, mais c'est des textes publicitaires, des textes d'annonce, et évidemment avec l'essor technologique et la transformation digitale technologique web tech de tous les commerces, de tous les business, l'arrivée de la vente en ligne, etc. Il y a tout un environnement qui était inexistant auparavant dans le business qui est arrivé. Et donc, on a aussi intérêt à savoir écrire pour les supports en ligne. Donc, quand je dis pour les supports en ligne, c'est-à-dire, mais là, je suis chez quelqu'un, là. La forêt, parfois, elle vous mène chez des gens. Pour des supports en ligne, etc. Et donc,
des pages de vente, mais aussi des sites, des résumés de produits, etc. Enfin, les gens aiment bien mélanger tout ce qu'on peut mélanger et mettre ça dans du copywriting. Mais en soi, le copywriting, c'est écrire sur un support qui est destiné à être soumis aux yeux d'un potentiel client. Je pense que c'est la définition la plus fidèle que moi, je peux en faire. C'est peut-être pas la meilleure, mais en tous les cas, j'aime pas trop le côté c'est l'art de vendre avec les mots, parce que ça veut dire quoi, vendre avec les mots? Ça veut dire que, bah, du coup, même dans les discussions, même dans les échanges, les rapports oraux ou écrits entre des gens qui sont soi-disant des commerciaux et des futurs clients, en tout cas des prospects et tout, alors on serait aussi dans du copywriting? Non, on n'est pas dans du copywriting du tout. On peut se raconter qu'on est dans du copywriting, mais on ne l'est pas. Le copywriting, c'est quelque chose qui se fait dans une grotte enfermée, en étudiant des choses et en essayant d'écrire le texte qui sera le plus parfait pour tous. Hein, un copywriter, c'est quelqu'un qui écrit pour tout le monde. Alors évidemment, attention, il va identifier une cible, mais quand je dis pour tout le monde, c'est-à-dire que le but de son texte, c'est pas de faire mouche sur une personne. Au contraire, le but de son texte, c'est d'essayer de faire mouche sur 100% du vivier potentiel de prospect, donc du persona qu'il aura identifié comme étant sa cible. Je pense pas que le copywriting se réduise à juste vendre avec les mots. Je pense qu'en plus de ça, dire que c'est vendre avec les mots, c'est un peu essayer de mettre des effets de style, là, il n'y en a pas besoin. Mais le copywriting, il sert un objectif. C'est écrire avec un objectif. Un objectif d'impact, de pousser à l'action. Mais aussi, ça peut être autre chose. On peut très bien faire du copywriting pour autre chose que pour faire acheter quelque chose à quelqu'un ou pour déclencher une action d'achat, etc. Enfin, bon, bref, là je tourne en rond sur le sujet. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans le copywriting, faut que vous compreniez que la valeur du copywriting, toute l'histoire du copywriting, tout le génie qui a pu émaner de cette discipline-là et tous les grands pontes qui ont laissé des grandes traces, ils sont pas beaucoup en France. Hein. Donc, si vous vous intéressez et si vous prétendez être un passionné du truc, parce que c'est comme ça que vous closez vos pseudo-clients avec ce machin-là, parce que vous avez découvert la discipline il y a 3 mois et que vous vous êtes dit, tiens, on va changer notre statut sur LinkedIn, personne ne va rien voir. Il faut comprendre que 99,5% de la valeur de ce métier-là, elle est hors de France, elle est dans les pays anglophones prioritairement, mais pas que. Mais évidemment aux États-Unis, au UK. Mais il y a d'excellents copywriters un peu partout. Ils ne sont pas forcément tous beaucoup en France. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas en France, hein, mais les meilleurs sont très loin d'être en France. En tout cas, très loin d'être dans votre réseau LinkedIn. Et ce n'est pas ceux qui vous tabassent la tronche toute la journée avec le fait que le copywriting, c'est vital. C'est même peut-être plus important que de respirer de l'oxygène si on veut survivre en 2023. Il y a un truc, moi, qui m'énerve en France, mais je crois que c'est aussi dans les autres pays, chez tous les gens qui ont compris que le copywriting était une manne financière peut-être plus intéressante quand il s'agit d'essayer de l'enseigner ou de le vendre à autrui pour devenir soi-même copywriter. Hein. C'est un peu toujours le même fléau dans lequel tombent certaines disciplines. C'est, au début, on a quelque chose qui a une traction à être exécuté comme un vrai métier, donc le copywriting, c'est-à-dire, moi, si je suis copywriter, demain, mon métier, c'est d'aller chez des clients pour écrire leur texte, pour écrire leur copie en fonction des missions qu'ils me donneront. C'est ça le métier d'un copywriter. Le métier d'un copywriter, c'est pas de vendre des formations de copywriting ou de propager l'intérêt, la puissance, l'indispensabilité du copywriting, même si c'est très intéressant. Alors après, on va dire, mais il peut faire les deux, il fait ce qu'il veut. Ouais, on peut faire les deux, on peut faire ce qu'on veut. Alors j'en connais quelques-uns des copywriters, des vrais. Ceux qui font beaucoup d'argent avec le copywriting, ils n'ont pas le temps vraiment d'aller faire autre chose. Peut-être aussi parce que ça leur correspond pas. En fait, il y a une grosse différence entre être un copywriter, donc être une plume de l'ombre. Il y a quand même des copywriters, moi j'en connais un seul au Royaume-Uni. Il rencontre, je crois, jamais ses clients. Enfin, c'est éventuellement un call Zoom, et encore, c'est vraiment ça. On parle c'est un ours sauvage le truc, hein, mais c'est quelqu'un qui est hyper enfermé, par contre qui a une plume qui tabasse tout. Alors il est spécialisé dans un domaine, forcément dans une industrie très spécifique, il y a passé 20 ans, il a aiguisé sa plume, etc. Mais lui, aller écrire des trucs et aller vendre des formations, etc., ça lui correspond assez peu. Alors, c'est pas pour autant que tous les copywriters ressemblent à ce mec-là, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a 2 métiers. Il y a soit on vend des formations, soit on exécute le métier pour lequel d'autres gens vendent des formations. On peut faire les deux. Moi, j'ai rarement vu quelqu'un qui fasse les deux dans n'importe quel domaine que ce soit. Il y en a forcément un qui est plus rentable pour nous. Quand ça marche, parce qu'on a ce truc d'image, de personal branding, de pédagogie, et parce qu'on aime faire ça, on vend des formations. Et puis,
quand on sait faire juste le métier et qu'on est excellent à ce niveau-là, qu'on fait partie de la Ligue 1 de ce métier, on fait ce métier. Enfin, je sais pas, pour moi, ça fonctionne comme ça. Alors après, plein de gens ne seront pas d'accord et c'est super et c'est ça l'intérêt. Mais pour arrêter de tourner autour du pot, il y a un truc qui m'exaspère depuis que tout le monde veut se mettre à vendre du copywriting à d'autres gens pour qu'ils en fassent et non pas pour qu'ils en achètent. Hein, pensez à ça. C'est le truc de dire... alors, le copywriting, le métier, c'est quand même d'écrire. Hein. C'est-à-dire que si vous ne savez pas écrire, normalement, il y a un souci. Et là, c'est là où, pour moi, il y a un sketch, mais monumental, d'ailleurs, que je trouve qu'on ressent plus en France, alors que on a une langue qui est quand même ultra technique, c'est de dire, vous n'avez pas besoin de savoir écrire pour faire du copywriting. Alors ça, c'est un truc, c'est une énigme. Les gens qui se sont mis à déblatérer des énormités pareilles, pour moi, c'est incroyable. Attention, je ne dis pas, il faut que la phrase, c'est il ne faut pas avoir une triple maîtrise et un doctorat de lettres, si tant est que ça existe, pour pouvoir faire du copywriting. J'ai pas dit ça. J'ai juste dit qu'il y a 200 pélos au mètre carré qui s'amusent à déblatérer sur Internet que il n'y a pas besoin de savoir écrire pour faire du copywriting, pardon. D'accord. Donc voilà, donc il n'y a pas besoin de savoir faire du vélo pour être cycliste professionnel. Ok, bon du coup on va tenter le coup. Non, ce que je veux vous dire, c'est que ce qui m'insupporte, c'est le fait qu'on essaie de vous faire croire que les choses sont faciles, que les choses sont simples, alors qu'elles ne le sont pas. Les meilleurs copywriters de ce monde ont un talent inné, je pense, et une compréhension de l'esprit humain et de la psychologie et une capacité à maîtriser leur plume et à l'adapter, et aussi un vrai sens, un vrai goût de la recherche, parce qu'il y a un vrai taf de recherche et de constitution de profil de personnes en amont. Évidemment, il y a des compétences qui se travaillent, il y a des choses qui se développent, il y a une culture qui s'acquiert, mais il n'y a pas de « oh bah tiens, si du jour au lendemain, je passais de pâtissier amateur à copywriter de haut niveau ». Bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Après, si vous voulez croire ça à vos clients, faites-le. S'il y a des types qui sont assez bêtes pour vous payer des centaines et des milliers d'euros parce que ça vous a pris comme une envie de pisser de vous mettre à écrire, mais attendez les gars, sautez sur l'occasion, évidemment avec ma bénédiction que vous avez ni besoin d'avoir et que vous n'avez pas sollicité, mais allez-y. C'est juste que détrompez-vous si vous pensez créer de la valeur. Vous n'en créez pas. Et le problème de faire quelque chose sans créer de valeur, c'est que le momentum est quand même très faible. C'est-à-dire qu'une fois, 2 fois, 3 fois, ok, il y a un moment donné, les mecs ils vont se dire, bon, il est brave le type, mais en fait, mon fils de 17 ans, il écrit pareil que lui. J'ai un peu l'impression que je me suis fait douiller. En tout cas, c'est ce que certains clients de copywriters peuvent retourner à certaines agences vers lesquelles finalement elles se tournent. Ils se tournent quand ils en ont eu marre de se faire prendre leur oseille par des mecs qui veulent juste pas rentrer dans la vie active concrètement, parce que voilà, il y a un profil qui s'est dégagé des copywriters là. J'étais avec un ami qui a été un client auparavant sur d'autres sujets, plus dans la conception de contenu, etc., mais qui a utilisé les services d'un jeune copywriter qui venait tout juste de sortir d'études et qui lui a expliqué par un storytelling un peu tiré par les cheveux pourquoi en fait le copywriting c'était sa destinée. Bon, au bout d'un moment, il s'est quand même posé, il a essayé d'avoir un regard critique sur le travail rendu, et pas de juste rester amoureux de l'idée qui donnait une chance à un petit de se faire un nom, et puis il s'est bien rendu compte qu'il se faisait littéralement baiser, sans malveillance, sans mauvaise intention. Le petit, il faisait son job, entre guillemets, comme il avait l'impression de le faire, c'est-à-dire bien, mais avec des capacités extrêmement réduites. Et puis au bout d'un moment, voilà, ça l'a saoulé de dépenser plus d'argent dans ce truc-là que dans un autre sujet pour sa boîte. Hein. On ne parle pas en plus d'un entrepreneur qui est multimilliardaire et coté en bourse. Donc voilà, quand vous prenez de l'argent à des clients, n'oubliez jamais que vous prenez de l'argent qui pourrait servir à autre chose. N'oubliez jamais qu'en plus de ça, si vous vous adressez directement à la personne qui a fondé l'activité, vous parlez quand même à quelqu'un qui crée de la valeur. Hein. Théoriquement, si vous arrivez à prendre de l'argent à quelqu'un qui a une boîte qui tourne, la boîte, elle tourne pas pour rien. Hein. Si elle tourne, normalement, c'est qu'il y a de la valeur qui est générée. Et donc, votre job, normalement, et le respect, c'est de se dire que vous amenez de la valeur. Attention, je vous dis pas que tous les copywriters sont mauvais. L'essentiel des copywriters que je connais, que je côtoie, entre guillemets, sur LinkedIn, sont bons. Hein, ils ont des capacités et ils savent plus ou moins faire le job en fonction des industries. Mais ces gens-là que moi je côtoie, ils passent pas leur temps à raconter que le copywriting, c'est un truc qui est accessible au moindre teubé qui passe par là et qui a envie de prendre 4 000 € par jour parce que, oh là là, il faut pas non plus déconner, on n'est pas là pour se faire chier. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, pour arriver au summum du truc qui me gave dans ces espèces de messages portés par certains, c'est de dire, donc non seulement il n'y a pas besoin de savoir écrire, mais en plus de ça, c'est écrivez comme vous parlez. Ah ça, moi, c'est le truc qui me dépasse le plus.
C'est la grande mode de dire non mais attends, les mecs qui écrivent pas comme ils parlent, mais c'est vraiment des gros tocards, mais d'où ils sortent? Frérot, ça fait 4000 ans qu'on n'écrit pas comme on parle. Je dis 4000 ans, mais ça doit faire peut-être 10 000. Heureusement pour nous que la plupart des gens qui ont pris la peine de prendre une plume pour écrire, que ce soit des lettres, des livres ou des futurs livres, en tout cas de laisser des traces écrites, qui ont traversé le temps, heureusement qu'ils ne se sont pas fait cette réflexion d'abruti et de se dire je vais écrire comme je parle, mais je vais écrire comme je pense. Hein, réfléchissez à ça. J'écris pas comme je parle, j'écris comme je pense. En quel honneur on écrit comme on parle? Ça n'a aucun sens. On écrit comme on pense. Sauf que si, en pensant, on arrive à développer un style et une manière d'être identifiable et d'avoir une personnalité autre que... Quand vous parlez, vous vous rendez pas compte, hein, mais quand vous parlez, vous êtes un festival de petits artifices et de petites caractéristiques uniques, ou en tout cas voulues uniques, qui définissent qui vous êtes. Hein. Il n'y a pas que dans le rap que les mecs ils ont un flow travaillé. Hein. Quand vous parlez, moi quand je parle, j'ai un accent entre guillemets parisien, j'ai une manière de parler. Bon, j'ai une voix, j'ai une hauteur de voix, j'ai un débit, etc. Ça, c'est des choses qu'on maîtrise beaucoup moins, mais enfin, le débit on le maîtrise, mais la hauteur de voix, croyez-moi que je vais pas commencer à parler dans les aigus ou dans les graves, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, quand vous parlez, vous avez un style. Alors, c'est pas un style qui est perçu intellectuellement. C'est ça la différence entre le style écrit et le style parlé. Quoique, on peut aussi décider de soutenir à mort son langage quand on parle. Hein. Croyez-moi, j'ai pas parlé avec un langage soutenu toute ma vie. Dès que j'ai pu commencer à le faire pour aiguiser mes lames et durcir, muscler mon jeu, je l'ai fait et c'était pas pour me fondre dans un moule. Bien au contraire, c'était par rapport à moi-même, une exigence personnelle et de pouvoir développer aussi mes skills d'adaptation à ce niveau-là. Mais bref, pour pas aller trop loin, ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, il faut écrire simplement si votre cible n'entend que le simple et si le simple va être au service de l'objectif du résultat. Mais faire croire déjà à des gens que n'importe qui peut se mettre à écrire, mais en plus de ça, leur raconter qu'il faut écrire le plus simplement et nullement possible, surtout quand on est français et qu'on bénéficie d'une langue qui met en chaos technique à peu près toutes les autres langues écrites sur Terre en termes de qualité, de style, de réserve, de nuances. Vous avez compris, mais il faut vraiment être abruti en fait. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on ne va pas sortir un texte de vente pour un cric qui sert à changer des roues sur une voiture, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, écrit avec un style romantique, digne des plus grands, à la Hugo et compagnie. Évidemment qu'on ne va pas faire ça avec une figure de style tous les 3 mètres à l'intérieur. Celui qui fait ça, il n'a pas bien compris. Sauf si c'est justement une petite blague, si c'est pour marquer le coup. Mais c'est pas parce que pour écrire un texte de vente ou un descriptif produit d'un cric ou d'une pompe à vélo, il n'y a pas besoin d'écrire de manière complexe, que ça veut dire que pour faire du copywriting, il faut écrire comme vous parlez. On n'écrit pas comme on parle. On ne peut pas écrire comme on parle. En revanche, oui, il faut écrire simplement quand le simple est au service de votre objectif et du résultat. Mais ne défoncez pas votre qualité, votre jeu, C'est comme si vous étiez un maître dans un sport ou dans un art, peu importe, et que vous maîtrisiez 25 styles différents, 25 techniques extrêmement complexes à acquérir, que vous avez musclé par la pratique au fil des années, et que petit à petit, on vous dise « Ah ben non, si tu veux faire ce sport, tout ça, ça sert strictement à rien, parce que en fait, 80% du temps, tu utilises que ça. » Et en plus de ça, c'est même pas vérifié. C'est-à-dire que les mêmes gens qui vous disent il faut écrire comme vous parlez, et il n'y a pas besoin de savoir écrire de toute façon pour faire du copywriting, c'est aussi ceux qui vous disent, et ça pour le coup c'est pas bête, c'est quand une page de vente ou quand un texte vous déclenche une action, une émotion ou en tout cas un changement dans votre comportement ou marque quelque chose chez vous, gardez-le, ça s'appelle faire un swap file, c'est-à-dire gardez-le avec vous et accumulez ce genre de texte, ce genre de petites pépites et essayez de comprendre sans vous faire de la surthéorisation et de la suranalyse, parce que des fois il n'y a rien à comprendre, c'est juste que ça a fonctionné sur vous. Essayez pas de... c'est ce qu'on appelle les évidences rétrospectives, c'est-à-dire ah oui mais c'est parce qu'il a mis une virgule après le E et que ça a déclenché dans mon cerveau reptilien, vas-y ferme ta gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois on ne comprend pas ce qui s'est vraiment passé, mais l'intérêt d'en accumuler plusieurs, c'est de pouvoir avoir un échantillon qui commence à avoir suffisamment de volume pour manifester un pattern, manifester un schéma qui se répète. Mais des fois, on ne peut pas. Mais en tout cas, faites cet effort de stocker. Ça, c'est un très bon conseil. Donc, comme quoi, ils ne donnent pas que des mauvais conseils. Hein. Les gens qui prennent de l'argent aux gens qui veulent prendre de l'argent aux autres en écrivant n'importe quoi. Je rigole. Je suis taquin avec eux parce que j'aime pas trop la facilité. J'aime pas trop quand on met pas d'exigence dans ce qu'on fait. Et après, attention, il y a des pontes, il y a des géants dans ce métier-là.
et pas que des gens, mais on a des repères en France, on a Nina, on a plein de gens qui écrivent au quotidien et qui font et qui œuvrent pour le boulot. On a, alors pas forcément dans le copy directement, mais dans le ghostwriting, on va avoir Thibault Louis, on va avoir plein de mecs, on va avoir des mecs moins connus, mais qui font un taf tout aussi énorme, comme Baptiste Piocel. Il y a plein de mecs et de nanas très stylés dans le métier, mais de l'écriture. Mais attention à pas banaliser les choses juste pour le plaisir de vendre le plus vite possible à vos futurs potentiels clients. Mais il vous donne ce super conseil pour terminer, d'accumuler des copies qui fonctionnent sur vous. Copie, COPI, grec, pardon. C'est-à-dire un texte de vente. Quand vous accumulez ces fameux textes, quand vous les lisez, gardez à l'esprit qu'on vous a rabâché, que ça sert à rien de savoir écrire et qu'il faut écrire comme on parle. Gardez ça à l'esprit, lisez les fameux textes qui vous ont sidéré, qui vous ont mis sur le cul, qui vous ont fait acheter, etc. Et dites-vous, est-ce que là le mec il écrit comme il parle? Est-ce que là le mec il écrit comme un tocard, entre guillemets? Est-ce que là le truc il est... Non, vous allez voir de la finesse, vous allez voir de la nuance, vous allez voir de l'esprit. Il y a beaucoup d'esprit dans les textes de vente. Vous allez aussi peut-être, si vous vous êtes documenté, si vous avez pris la peine d'étudier vraiment la chose, reconnaître des patterns, reconnaître des schémas de persuasion, des petites techniques psychologiques, etc. Mais le copywriting, c'est une affaire d'écriture. L'écriture, c'est de la sensibilité, c'est de la nuance, c'est de la recherche, mais c'est aussi de la prise de position stylistique et de propos. C'est-à-dire qu'une copie, c'est quelque chose qui s'arrête sur un style et qui s'arrête sur une idée. Bon, bah, si ça marche, on la pousse dans le même sens. Si ça marche pas, on itère et on fait autre chose. Mais c'est quelque chose de figé, une copie. Enfin, un texte de vente. C'est un choix qu'on a fait. C'est comme quand vous décidez de mettre un objet un peu putaclic dans un email de prospection, ou un objet un peu intriguant, ou un objet nul à chier, ou un objet vide. Bah, vous prenez le parti de le faire et puis vous verrez les résultats ensuite. Mais quand vous tombez sur une copie, vous tombez sur une œuvre figée. C'est pas parce que vous avez les yeux qui se posent dessus que c'est l'œuvre du siècle ou quoi que ce soit. Mais il y a une prise de position qui est faite, qui découle d'un briefing avec le client, mais qui découle aussi peut-être de milliers d'itérations. Milliers peut-être pas, mais en tout cas d'affinage du style adéquat pour déclencher le plus de ventes. N'oubliez pas que le but d'un texte de copie, c'est pas de plaire, c'est de déclencher le comportement attendu chez le lecteur. Et encore une fois, ça ne sert pas qu'à vendre, hein. Loin de là. D'ailleurs, si on résumait le copywriting uniquement au texte de vente, vraiment, je vous garantis, on perdrait 80% du catalogue d'études qu'on aurait. Écoutez, je suis désolé, mais il repleut. Le ciel est bleu au-dessus de moi. C'est pas une blague ce que je vous raconte. Le ciel est bleu et il commence à pleuvoir. Voilà. J'ai déjà eu des galères avec le matos la semaine dernière, donc là je vais couper. Ça commence à vraiment me gonfler, pour être très honnête avec vous. Là j'essaie de rester cool, mais ça me gave vraiment. Je vais pas pouvoir tous les week-ends faire comme ça, passer entre les gouttes, risquer de niquer le matériel. Et imaginez aussi le délire, faut se lever, l'heure à laquelle je me lève, la route que je fais, etc. machin, pour venir tourner et se dire peut-être qu'en fait l'épisode il va pas être fait. Tout ça pour se mettre en flow mental et pouvoir discuter avec vous de sujets, j'espère, de plus en plus intéressants. Mais les derniers épisodes, j'ai eu vraiment du mal et ça m'a gonflé encore plus parce qu'en fait, il y a une préoccupation de se dire putain, est-ce que la météo va être clémente avec nous ou pas? Donc voilà, donc je vous le dis, je coupe maintenant. Si jamais l'épisode doit s'arrêter là, je suis désolé, hein, je le sortirai en l'état. Moi, j'ai pas de honte avec ça, j'ai pas de problème avec ça. Je le sortirai en l'état, il fera 10 minutes, 15 minutes, je sais même pas depuis combien de temps je raconte des conneries là. Et ça va me gonfler. Je préfère vous prévenir, ça risque de me gonfler un peu trop fort si jamais ça se met à pleuvoir fort et que ça s'arrête pas. Donc voilà, je coupe là, j'essaye de vous reprendre dans 3 minutes. Et si c'est pas possible, je compte sur votre indulgence et votre compréhension. J'essaye de grinder dans ce format, j'essaie de me pousser. Mais je peux pas sacrifier du matériel, je peux pas non plus bousiller des heures précieuses qui pourraient être mises au service d'autre chose si une logistique, une manière de faire, un mode opératoire ne fonctionne pas. À un moment donné, il ne faut pas non plus péter les plombs. C'est pas un podcast qui va régler le problème de la faim dans le monde, hein, du tout. Voilà, c'était une idée, c'était une initiative. Je serais que à Dubaï ou dans un pays où il pleut 3 jours par an. Le sujet ne serait pas un sujet, mais là, je sais pas si vous entendez, mais voilà, c'est en train de tomber. Là, j'ai la chance d'être sous des arbres, mais je vais pas me refaire le coup de la dernière fois où il faut que je cavale pendant 3 km sous la flotte, j'arrive trempé à la voiture avec le matos qui est en train de crever. Je l'ai fait 2 fois, ça m'a suffi. Bon allez, je reprends parce qu'il faut assumer la discipline et montrer la volonté d'y arriver, mais j'ai dû retourner dans la voiture une bonne vingtaine de minutes. Alors, il n'a pas plu de manière violente, hein, mais de toute façon, ça n'aurait pas été possible de rester dessous.
Donc je reprends, je vous cache pas que ça, ça me gonfle, ça m'énerve et c'est pas grave, c'est comme ça. Des fois les éléments, et les éléments, je parle pas que de l'eau, du feu, de la terre, etc., mais les éléments externes de votre logistique, de votre organisation et de tout ce que vous voulez, bah ne fonctionnent pas, ne tournent pas comme il le faut et ça sert à rien de s'énerver, de s'acharner trop fort. Il faut quand même pousser un peu, voir si c'était pas juste un petit caillou qui bloquait. Là, on est quand même en train de tourner le 7e épisode sur donc le 06, mais qui est le 7e épisode. Donc, chaque épisode dure plus d'1 heure. Donc, on n'est quand même pas sur une tentative molle de pousser ce format. Moi, j'aime bien les chiffres ronds. Donc, en fait, je pense que ce que je ferais, c'est que si jamais ça continue de me gaver comme ça me gave et que je commence à avoir trop de problèmes récurrents avec la météo, parce que là, la dernière fois, j'ai vraiment failli péter les plombs parce que j'ai failli fumer les micros, hein, pour être très, très clair avec vous. Évidemment, si je pouvais, je me baladerais avec un caddie et une charrette derrière moi, avec une tente 2 secondes que je pourrais jeter à tout moment, un parapluie, voire même des gens qui me tiennent une bâche au-dessus de la tête. Hein, si j'avais que ça à foutre et la logistique pour, je le ferais. Mais évidemment, vous avez compris, c'est pas possible. En plus de ça, moi, je marche, donc j'ai besoin de... je fais ça pour pouvoir réfléchir et vous dire des trucs à peu près pertinents. Donc j'ai pas un tracé, un itinéraire dans la forêt. Et du coup, un peu comme si c'était fait exprès, les 2 fois où les orages m'ont pété en plein épisode, la première fois, j'étais à peu près à 2 km, donc à 1,8 km de la voiture, dans des chemins de forêt. Hein, c'est-à-dire que c'est pas de l'autoroute pour aller tout droit, donc il a fallu taper une pointe, tremper des pieds à la tête avec du matériel dans les mains jusqu'à la voiture. Et hier, j'étais vraiment à l'opposé littéral de l'espace forestier à l'opposé de là où était garée ma voiture. Donc j'ai mis une plombe, j'ai mis plus d'1 quart d'heure à regagner la voiture, et en plus de ça, en n'étant pas bien sûr du chemin, étant donné que mon téléphone faisait des siennes pour me donner un petit peu l'orientation, mais que j'étais dans un chemin de forêt que je connais pas spécifiquement. Donc voilà, tout ça pour vous dire, pour arrêter de couiner, mais que si à un moment donné j'ai beau forcer, ça enclenche pas, on trouvera des solutions pour modifier le format, on fera évoluer le format. Ce sera dommage de s'être cassé la tête à développer une logistique et du matériel pour pouvoir marcher et enregistrer en même temps. Surtout que, heureusement que je vous ai pas fait ça hier, mais j'ai pas pu parce qu'il me manquait du matériel. Mais j'avais prévu une petite tentative d'améliorer encore le matériel hier, sauf que finalement, c'est pas arrivé à temps. Donc du coup, j'ai fait ça, tant pis. Là, j'aurais pété les plombs si ce petit shift de configuration matérielle avait été exposé à de l'eau hier. Là, je vous garantis que ça m'aurait posé un gros problème. Mais donc voilà, donc on poursuit, on reprend. Ça fait partie des choses. Alors, le but, c'est pas de vous dire dès que c'est difficile, il faut arrêter, et c'est pas non plus de vous dire l'opposé qui est tout aussi débile, qui est de toute façon, il faut jamais lâcher l'affaire jusqu'à crever. Quand quelque chose fonctionne pas, c'est vous le... Pardon, alors là, j'ai le stabilisateur qui fait des siennes. C'est vous le fautif, et il faut continuer jusqu'au burn-out, comme on aime dire sur LinkedIn. Alors là, j'ai fait un burn-out. Attention, il y a des gens qui font des vrais burn-out, j'en ai vu 2 dans ma vie, de mes yeux. Ça ressemble pas trop à ce qu'on nous raconte sur LinkedIn, mais bon. Là, il s'agit d'un podcast, il s'agit pas d'une boîte, il s'agit pas d'un projet qui va révolutionner ou qui va changer quelque chose de profond dans ma vie, qui va être rentable pour moi, etc. Alors, mais il y en a plein qui vont dire « Mais attends, mais Basile, mais t'es un fou, qu'en sais-tu? Peut-être que dans 2 ans, ton podcast te ramènera des millions de dollars par mois. » Oui, certainement, Jean-Hugues. Alors, je dis pas que j'ai pas... confiance en l'avenir de ce podcast. Alors quand je dis confiance, les gars, détendez-vous, hein, je m'attends pas à faire des scores. De toute façon, je viens pas pour les scores, hein, vous avez compris, je viens plus pour documenter ce qu'il y a dans mon crâne. Mais je voulais un format entre guillemets interactif qui est littéralement pas du tout interactif, mais quand je dis interactif, c'est que je voulais parler à quelqu'un. Je voulais parler et déverser des pensées, des idées et des réflexions à d'autres, et pas juste me réciter à moi-même mes propres conneries. Mais tout ça pour couper court, en gros, ce podcast, c'est une tentative. Si j'arrive au 10e épisode, ou en tout cas à l'épisode 10, donc ça fera 11 épisodes en tout, si on compte le 0, l'épisode genèse, ça fait quand même du taf, les gars. Ça fait plus de 11 heures d'enregistrement, ça fait plus, donc je peux multiplier ça par je sais pas combien d'heures pour de la post-prod, du montage. Alors, vous en rendez pas compte, mais ça peut pas toujours marcher, le côté... D'ailleurs, moi, je supporte pas ce côté, quand c'est militant, quand c'est revendiqué de non, nous, on fait aucune post-prod, aucun montage... on fait rien, sinon on le fait pas. Oui, quand t'as pas le temps et quand t'as pas le choix, il faut que tu constitues une logistique qui rentre dans ton planning. Par exemple, pour reprendre et rendre un hommage encore à Théo Lyon, qui a
initiés, si vous avez regardé l'épisode 0, putain, il repleut. Je vous jure, c'est pas une blague. Alors, c'est léger, hein, mais au-dessus de ma tête, le ciel est bleu. Il n'y a pas un gramme de nuages. Et je vois même pas de nuages sur les côtés. Et j'ai de la flotte. Alors là, ça va s'arrêter. J'ai de la flotte qui me tombe dessus, je comprends pas. Théo Lyon, oui, donc pour revenir sur Théo, quand Théo Lyon il dit moi je peux pas, je vais pas monter, je vais pas truc parce que je veux juste me poser, enregistrer, aborder les bullet points que j'ai notés dans la semaine, enfin c'est plutôt comme ça je crois qu'il agit, et basta, on comprend qu'il dit pas de conneries quand il dit qu'il a pas le temps, etc. Et encore, si c'était vital pour lui, si c'était surrentable pour lui, je suis persuadé que cette personne trouverait le moyen d'assouplir son agenda pour trouver du temps pour de la post-prod. Moi c'est pas mon cas les gars, je vais pas vous raconter que je suis le CEO de Kudak ou d'un concurrent de Kudak. J'ai des semaines chargées et des semaines pas chargées, mais j'ai décidé d'utiliser ce moyen pour tenter le coup avec ce podcast. Je le fais à fond. Et donc, oui, il y a des heures de post-prod derrière. Alors, il n'y a pas des heures de post-prod par épisode. Il y a des épisodes qui sont très faciles à monter et des épisodes qui sont très compliqués à monter, mais vous le voyez pas. Vous avez un rendu final, mais il y a des épisodes où le son a merdé, il y a des épisodes où le vent fout tout en l'air, il y a des épisodes où il y a un orage qui nous pète dans la gueule, il y a des épisodes où je perds une partie des rushs vidéo. C'est le lot de toute personne qui fait du podcast, ou qui fait du format vidéo, peu importe quoi. Vous arrivez, vous avez un produit fini. Évidemment, je ne vais pas vous bassiner 300 ans pour dire attention, là vous ne le voyez pas, mais j'ai passé 4h37 minutes. Non, on ne vous bassine pas avec ça. Mais je trouve que les gens sont extrêmement durs. Alors pas moi, hein, pas chez moi, mais pas sur ma chaîne, etc. Mais sur Internet en général, les gens sont tellement désagréable et dur avec les gens qui produisent du podcast, qui sortent des trucs ou de la vidéo. Dès qu'il y a un petit souci technique, ils défoncent les gens. Mais tu sais, comme si le mec qui a investi dans 3 caméras à 4 000 €, ou qui a payé une équipe de prod et qui allait s'emmerder pendant des heures à tourner, qui a écrit, qui a scripté, tu vois, enfin, qui s'est endetté sur 10 piges pour acheter de la lumière. Bref, vous avez compris l'idée. Il pense que ce gars-là ou cette nana-là fait exprès, tu sais, qu'il y a un problème de son à un moment donné. Ah bah oui, c'était volontaire, c'était pour nous niquer la journée. Non mais les gars, vous êtes malades. Vous êtes malades. Après, si vraiment ça bousille tout, bah même dans ce cas-là, nous, on a déjà sorti avec Oussama un épisode de Entre nous, où on est avec Arthur Katz. Arthur, qui est quelqu'un qui fait partie de la maison à Dubaï, où bah, on n'entend rien de la prise d'Arthur parce que la prise son a disparu. Au début, en fait, on avait sorti le podcast que sur la chaîne. Donc, c'était un format que vidéo. On a sous-titré, ce qui a déjà nous a pris 1000 heures à faire. Alors, attention, 1000 heures, j'exagère, mais ça nous a pris beaucoup de temps. On a sous-titré à la mano toutes les interventions d'Arthur qui sont assez inaudibles, on va pas se mentir. Après, si vraiment on prend la peine d'écouter, on entend. Voilà. Et on a eu des mecs mais qui nous ont fait des ruptures d'anévrisme. Comme si c'était... En plus, on prévient et on leur dit dans cet épisode qui prend la parole 10 à 15% du temps de l'épisode. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si tu me dis que l'épisode est inaudible, je sais pas comment t'as fait, mais t'as raté 85% de l'épisode. C'est-à-dire toutes les interventions d'Oussama, toutes mes interventions. Et t'as quand même des mecs qui viennent et qui disent « Oh, écoutez, j'ai écouté 30 secondes, c'est pas possible, je peux pas, désolé. Faut que j'aille me rouler dans la neige. Il faut que j'aille embrasser un arbre. » Non mais les mecs, c'est incroyable. Bon, bref, clôture du débat. On poussera... Je vous emmènerai jusqu'à 10 épisodes, parce que voilà, il faut prendre des engagements. Je vous emmènerai jusqu'à 10 épisodes. Enfin, pas jusqu'au 10e, jusqu'à 11 épisodes. Donc jusqu'au 10e, pardon. Jusqu'au 10, mais qui sera en fait le 11e épisode. Je vous emmène jusque-là parce qu'il faut le faire. Alors, j'essaye de le faire, donc vous avez compris, 2 par 2 chaque week-end, en sachant la quantité de montage et de post-prod que ça peut induire dans la semaine qui suit. Surtout que moi, là, je vais avoir des choses à faire fin juillet. Je pars dans le nord de la France travailler avec une école pour former des business développeurs, etc. Donc, il y a quand même des choses au programme qui vont ralentir peut-être un petit peu ma capacité à post-produire. Le week-end, en général, j'ai pas vraiment d'excuses puisque je tourne entre 6h ou 6h30 en fonction de là où je suis et 7h30, 8h du matin. Il y a normalement des forêts à peu près partout là où je serai. Le tout, c'est de se dire, voilà, il faut prendre la peine d'y aller, il faut prendre la peine d'enregistrer et puis essayer de pas déblatérer des conneries pendant 1h30. Et ça, moi, j'ai très peu de retours pour le coup, donc j'ai aucune idée de si c'est intéressant ou pas. D'ailleurs, je voudrais remercier 2 personnes. Alors, je vais peut-être en oublier. Attention, quand vous remerciez des gens, c'est un phénomène que j'ai observé. Quand vous remerciez des gens, parfois, vous remerciez des gens parce que vous avez un souvenir là tout de suite maintenant très précis d'un feedback qu'on vous a fait, etc. Et vous oubliez de remercier quelqu'un d'autre qui vous a aussi fait un feedback et tout. Mais à un moment donné, c'est pas volontaire du tout. Mais faites attention parce que ça peut heurter. Donc précisez toujours, je m'excuse auprès de ceux ou de celles que j'aurais oublié de citer. Mais là, je vais citer 2 personnes parce que je pense à ces 2-là
particulièrement. Donc vous inquiétez pas, j'ai pas prévu de encore une fois, soi-disant involontairement, de citer Thomas Rivol. Enfin, en fait, si, parce que du coup, là, je viens de dire son blaze. Je viens de dire son blaze, vous faites. Alors, vous voyez, le matin, c'est pas vif. Non, les deux personnes que je voulais vraiment remercier, là, c'est tout frais dans les jours qui viennent de passer. C'est les deux qui ont pris la peine de me faire de beaux retours et qui, surtout, je sais, ont vraiment pris la peine d'écouter. Parce qu'il y a ce côté, je suis passé 5 minutes sur le truc, j'ai vu que le mec, il était dans les arbres. J'ai entendu une phrase et je lui ai dit, putain, super ton podcast. Alors, évidemment, personne ne va écouter les 7h, 8h, 10h, 15h, 40h de votre podcast, mais on sait tous que des fois, on reçoit des retours un peu de convenance. Donc, les deux personnes dont je parle, une première, c'est quelqu'un dont je vous ai déjà parlé dans un épisode précédent qui s'appelle Simon Baron, qui est Chief Product Officer chez Assess First, une entreprise où j'ai travaillé, où j'ai eu la chance d'entrer, notamment un peu grâce à lui, parce que c'est lui qui m'a repéré sur LinkedIn. Donc c'est quelqu'un de super, super intéressant, mais d'honnête. Enfin, c'est pas incompatible du tout, je dis mais c'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un que moi j'estime beaucoup. Et il a pris le temps de me faire des retours. Et surtout, je sais qu'il a pris le temps d'écouter et ça m'a fait très plaisir. Et c'est un des rares qui se permet, au-delà d'être honnête, ce qui n'est pas un délit, mais il se permet de me suggérer des thèmes, de me suggérer un sujet. Et je ne sais pas pourquoi les gens ne font pas ça. Il y en a qui se permettent plus facilement de faire un feedback qui pourrait être désagréable, ce qui n'est pas grave, ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Quand je dis désagréable, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais feedback. C'est très bien d'oser faire du feedback. Mais par contre, ils n'osent pas vous suggérer des thèmes. Mais en fait, c'est pas que l'un est supérieur à l'autre, mais ça ne nourrit pas de la même manière. Le feedback va vous nourrir pour itérer, éventuellement, alors que le sujet va vous nourrir pour produire, ce qui est différent. Je ne sais pas si ce que je raconte a le moindre sens, mais vous voyez ce que je veux dire. Et Simon, c'est quelqu'un qui est fiable là-dessus. Et en plus de ça, il nourrit en général sur les deux pans, à savoir du feedback et du sujet. Voilà, donc Simon Baron, que je vous invite à aller suivre sur LinkedIn. Il travaille beaucoup et ça lui arrive quand même de poster des choses qui sont très intéressantes, donc n'hésitez pas. Et la deuxième personne que j'aimerais remercier, vous l'avez aussi peut-être croisé sur LinkedIn, c'est Jérémy Coleman, qui a une boîte qui s'appelle Coleman Publishing, si je ne dis pas de bêtises. Donc Jérémy, c'est quelqu'un qui vraiment s'occupe de pas mal de choses dans l'entrepreneuriat et d'aider des gens à accomplir des beaux objectifs, mais des vrais objectifs concrets, réalisables, et c'est pas un vendeur de rêve. Et c'est quelqu'un que j'ai eu la chance, déjà que j'ai rencontré sur LinkedIn il y a déjà du temps de ça. Nous, on est un peu tous avec ces gens-là, on est un peu tous entre guillemets des espèces de vétérans de LinkedIn à l'époque où LinkedIn n'avait pas beaucoup de sens et où il y avait un vrai espace pour faire des scores et où on se tapait un petit peu la bourre pour claquer des posts et des commentaires assez incroyables, et on arrivait à faire du reach et des scores qu'aujourd'hui ne sont plus que de beaux souvenirs pour ceux qui n'ont pas constitué une audience à 6 chiffres. Et d'ailleurs, on en profite pour embrasser et féliciter Benoît Dubos qui a dépassé les 100K sur 100 000 abonnés sur LinkedIn. Alors évidemment, j'entends les hordes me dire « Mais Basile, on en a rien à foutre de combien il y a d'abonnés ?» Oui, moi-même le premier. Mais c'est symbolique, c'est du travail. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est fait intentionnellement. Il y a du travail derrière pour que ce soit réalisé. Et on parle quand même de quelqu'un qui a une entreprise. Tout à l'heure, je vous parlais de Théo. C'est des gens qui ont des boîtes, qui ont des salariés, qui font tourner des équipes, qui font tourner du business. Alors, ils ne sont pas tout seuls, ils ont des gens géniaux avec eux qui le font. Mais c'est quand même beau d'arriver à achieve ce genre d'objectifs, d'atteindre ces résultats. Et ça fait plaisir, 6 chiffres. Alors, avant que ça arrive aux millions, il y a le temps. Mais allez lui donner un peu de force et le soutenir. C'est du travail. C'est un vrai taf. Il n'y a pas que les petits créateurs qui sont méritants. Les énormes, les gros, ils n'étaient pas énormes et gros au début. D'ailleurs, quand je vous parle de l'époque avec Jérémy, il y avait plein de gens à cette époque-là. Il y en a qui ont disparu, il y en a qui sont réapparus comme moi. Moi, je suis le spécialiste de disparaître, réapparaître. J'ai pas sur LinkedIn, je ne pouvais pas commencer à donner des cours de persistance et de consistance parce que je serais un sketch sur pattes. C'est un petit peu comme les gens qui ne savent pas écrire qui donnent des cours de copywriting au plaisir. Mais à cette époque-là, Benoît Dubos, il était très très loin des 100K et il a grindé et il s'est fait mal jusqu'à les atteindre. Donc bref, revenons sur Jérémy. Donc Jérémy Coleman, qui est quelqu'un que j'avais déjà... avec qui j'avais déjà fraternisé sur LinkedIn et qui a de toute façon une plume qui m'a toujours intéressé et un ton qui m'a toujours intéressé, et que j'ai eu la chance de rencontrer physiquement au domaine d'Ablon, donc dans la cachette, dans le bunker, le manoir d'Oussama en Normandie. Il était venu avec sa compagne et son équipe pour enregistrer l'épisode de son podcast à lui, dans la cuisine du manoir d'Oussama, dans la cuisine du domaine d'Ablon, qui est un spot vraiment très agréable. Et du coup, on avait passé vraiment un moment très très cool. Alors moi, j'étais responsable du feu.
C'est pas une blague, hein, c'est-à-dire que ça a été tourné dans une magnifique cuisine qui a été construite par Christophe Delaune. Et si vous connaissez absolument pas tout ce dont je suis en train de vous parler, je vous invite à, après cet épisode, vous rendre sur la chaîne YouTube d'Oussama et de chercher d'abord une vidéo qui est le tour du domaine d'Ablon par Christophe Delaune. Christophe Delaune étant la personne qui l'a conçu, qui l'a construit de toutes pièces. Hein. C'est une œuvre d'art. Vous allez voir un mec qui est tellement passionné que vous n'allez pas pouvoir décrocher de la vidéo et vous allez vous dire mais comment on peut arriver à construire ce genre de choses avec le genre d'intention qu'a Christophe. Et si ça vous a plu et que vous avez un peu accroché avec Christophe Delaune, vous allez ensuite enchaîner avec une autre vidéo qui est sur la chaîne d'Oussama où Oussama s'entretient avec Christophe et c'est un peu la première fois, en tout cas que c'est enregistré, où Oussama prend la posture du host, de l'intervieweur entre guillemets, hein. Il n'interviewe pas vraiment mais où il reçoit plus Christophe que c'est l'inverse. Wow, la phrase fatiguée. Mais vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a récemment une super vidéo qui est sortie d'Oussama avec Alec Henry sur la chaîne d'Alec Henry, si je dis pas de bêtises, où c'est encore Oussama qui va être plus dans la posture de recevoir et d'interroger, alors que d'habitude, il est à 99% du temps dans l'autre posture. Mais c'est très intéressant de le voir changer un petit peu de siège, parce qu'il est bon dans les deux. C'est ça qui est très intéressant. Et il y a peu de monde qui est bon dans les deux, ça je peux vous le garantir. Donc, petite digression sur le domaine d'Ablon. Mais donc, du coup, j'ai pu rencontrer Jérémy, qui est venu donc, avec sa compagne et son équipe pour enregistrer cet épisode de podcast. Et moi, j'étais en charge du feu parce qu'on était dans cette magnifique cuisine où il y a une cheminée à hauteur d'homme pour pouvoir chauffer la pièce d'une différente manière, mais surtout pour pouvoir se servir de la cheminée et du foyer de la cheminée comme d'un espace de cuisson, de vraie cuisson. Et donc, on avait un joli plan qui avait été cadré par la team de Jérémy. Et où on voyait un peu le feu en fin de perspective, et il fallait un beau feu. Et Christophe n'étant pas là, et Christophe étant un grand spécialiste, vu qu'il a des dizaines d'années de scoutisme dans le dos, un grand spécialiste du feu, je m'y suis collé, étant donné que j'ai un petit background également, et j'ai essayé de faire les plus beaux feux possibles, et de réalimenter discrètement en bois la flamme qui était derrière Oussama et Jérémy. Donc voilà, donc pour couper court, Jérémy c'est un mec vraiment très cool, qui a une vision vraiment bien définie, qui pète pas plus haut que son cul, qui est faux sur ce qu'il est en train de faire et puis qui amène énormément de valeur à son audience et à sa clientèle, hein, parce que ça reste quand même ça le truc important. Et du coup, ouais, c'est un mec très cool. Et là, il y a pas longtemps, on a échangé parce que il fait du podcast, je fais du podcast. Enfin, je fais du podcast, c'est un grand mot, mais je me balade en forêt avec un stabilisateur, un iPhone et un micro. Et il m'avait fait des retours très cool et il a pris le temps d'écouter, il a pris le temps de poser de la force sur les différentes plateformes. Ça, c'est quelque chose que, d'ailleurs, Simon Baron, dont je vous parlais il y a 3 secondes, a fait la même chose. C'est quelque chose que peu de gens pensent à faire. Alors, c'est pas grave, on va pas leur en vouloir, on va pas leur jeter la pierre. Mais quand vous prenez la peine d'aller écouter quelque chose parce que vous avez cet ADN un peu de quelqu'un qui donne de la force, vous êtes un peu comme ça. Quand vous êtes sur la plateforme, évidemment, consommer le contenu, c'est le plus important. Mais n'oubliez pas que surtout dans un contenu from scratch, dans un contenu qui part de zéro, les petits éléments de force au début vont être les plus significatifs. Donc, c'est dommage que certains passent du temps sur une plateforme pour aller regarder un contenu qui leur tient à cœur et qu'ils oublient de laisser un petit commentaire, quelque chose de simple, un petit like. Vous voyez, ça a l'air débile ce que je veux dire. C'est vraiment, on n'est pas là pour quémander, c'est spontané si la personne veut. Non, c'est spontané. La personne, si elle se tape 1 heure d'écoute, à moins que vraiment vous ayez détruit toutes ces valeurs dans le podcast que vous venez d'enregistrer et qu'elle puisse plus vous blairer, si elle prend la peine de venir vous écrire derrière un message pour vous faire un feedback, c'est que tout se passe bien. C'est juste que sur le moment, elle n'y a pas pensé. Donc là, les 2 personnes dont je vous parle, Jérémy et Simon, elles y ont parfaitement pensé. Et ça fait plaisir parce que c'est des gens qui savent comment ça tourne et qui savent comment on donne de la force. Et ça donne vraiment de la force. Hein. C'est pour ça que je prends la peine de parler d'eux. C'est pour ça que je prends la peine de détailler, de vous dire un petit peu qui ils sont. Donc, pareil, Jérémy Coleman. Alors, qu'il ne m'envoie pas une équipe de Dagestanais ou de Géorgiens si jamais j'écorche l'orthographe de son nom, mais autant Simon Baron, ça s'écrit vraiment comme ça se prononce, autant Jérémy Coleman, alors je mettrai peut-être des petits aperçus sur l'écran, là j'aime pas trop faire ça, mais je le ferai quand même. Jérémy Coleman, donc Jérémy c'est avec un Y, et Coleman c'est Kohlman, il me semble qu'il n'y a qu'un seul N, mais peut-être qu'il y en a 2. Voilà, il ne m'en voudra pas si jamais j'ai écorché l'orthographe, mais il est facile à identifier sur LinkedIn, et je crois qu'il a un petit emoji sorcier dans son nom sur LinkedIn, donc c'est encore plus facile pour vous de le trouver si jamais vous avez un doute entre 2 personnes. Voilà, donc n'hésitez pas à aller suivre ces deux gars avec des vraies choses à vous apprendre. Voilà, tout ça pour digresser. On verra où ça va. Pourquoi je vous dis que potentiellement le podcast il va évoluer, c'est parce qu'en fait, moi j'ai d'autres intentions, j'ai d'autres
j'ai d'autres idées aussi en stock que je vais pas pouvoir tout exécuter parce que à un moment donné, j'ai pas 5 samedis par semaine et j'ai pas 5 dimanches par semaine et puis j'ai d'autres choses à faire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si demain, le format doit évoluer par des fatalités météorologiques ou techniques, etc., c'est pas un drame parce qu'il évoluera sur autre chose. Évoluer, ça veut pas dire s'éteindre. Moi, je prendrai la peine de vraiment reculer sur le truc et voir ce qui nous a fait arrêter ou ce qui nous a mis en difficulté sur telle ou telle chose. Mais normalement, ce rendez-vous où je déverse plus ou moins ce que j'ai en tête, alors là, aujourd'hui, ça va à peu près, quoique j'ai pas l'impression de dire des choses fulgurantes, mais je peux vous dire que le week-end dernier, c'était dur. Mais quand je vous dis que c'était dur, moi, j'étais épuisé dans le sens, j'avais un peu trop forcé pendant la semaine. Vraiment, j'avais déconné en termes d'amplitude horaire et d'entraînement, etc. À un moment donné. Et puis surtout parce que j'avais un sommeil de merde, un sommeil de qualité vraiment médiocre. Déjà que c'est pas la folie, hein. Si vous me suivez, vous avez commencé à entendre ça, mais donc à un moment donné, on sait quand ça va pas, ça va pas. Donc j'y suis quand même allé pour tourner parce qu'encore une fois, il faut être cohérent dans son comportement. Mais ce petit rendez-vous, donc je vous disais, où je déverse un petit peu mes pensées, etc., moi, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, qui commence à prendre forme. Là, c'est le tout début. C'est marrant parce que je parlais hier avec justement un autre pote à moi. Bon, lui, ça sert à rien que je vous le cite parce qu'il n'est pas sur LinkedIn, mais qui a découvert un peu par hasard que je faisais ce podcast-là. Il me disait, mais je lui expliquais que le concept se formait petit à petit et que, en tout cas dans mon esprit, dans ma manière de m'organiser, je précisais un petit peu comment je voulais faire les choses, de quoi je voulais parler, etc. Et lui, il me disait, mais attends, mec, ça fait 7 épisodes, je sais pas combien d'épisodes que c'est sorti. C'est déjà précis, non? Tu sais déjà exactement ce que tu veux faire, etc. Eh ben non. Au contraire, en fait, ceux qui ont vu l'épisode 0 savent que le but, c'était d'amorcer la production de ce truc, mais qu'après, c'était du advienne que pourra total. Et encore aujourd'hui, des fois, je me fais la réflexion. Alors après, je l'exécute pas forcément, mais je me dis, voilà, note-toi telle idée, ou alors, au contraire, arrête de parler de ça. Parle plus de ça. Bon, après, comme je vous dis, il y a le moment où je me fais la réflexion, et puis il y a le moment où j'arrive le samedi matin à 6h dans la forêt et que j'ai oublié totalement ce que je m'étais dit et que j'essaie juste de réunir toute mon énergie pour pouvoir vous dire des trucs. Donc, peu importe ce qui évolue, peu importe ce qui se passe, j'en voudrais à personne de ne pas suivre, j'en voudrais à personne de lâcher la rampe si les évolutions qui arrivent ne vous conviennent pas. Hein. C'est le but d'ailleurs. S'il doit y avoir des évolutions, moi, elles viendront d'envie, mais aussi, comme je vous disais, d'adaptation à des limites techniques. Mais c'est aussi ce qui me permettra de préciser mon audience. Voilà, je dois avoir une 50aine de personnes qui suivent sur YouTube. J'ai pas regardé Spotify, etc. parce que je suis pas très fort sur ces plateformes. Enfin, c'est super qu'elles existent pour qu'on puisse balancer le podcast gratuitement partout. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que je voulais vous redire, mais moi c'est pas que ça m'a étonné, mais la facilité et la qualité de l'interface m'a étonné. Mais sachez que vous pouvez mettre gratuitement à disposition de tout le monde votre podcast sur toutes les plateformes d'écoute classiques depuis Spotify gratuitement. Hein. Et quand je dis gratuitement, c'est pas pour vos auditeurs, c'est pour vous. Vous n'avez besoin d'aucun capital pour le faire. Et ça, c'est important parce que je ne dis pas qu'ils sont des centaines, mais il doit forcément y avoir des gens qui pensent que un podcast, ça coûte de l'argent à mettre à disposition. Moi, le podcast Gambas des Gamberges, il me coûte ce qui me coûte à moi. Enfin, il me coûte rien. J'ai pas une équipe de prod derrière, mais il me coûte du temps, il me coûte de l'investissement et il m'a forcément coûté du matériel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il me coûte rien à être en ligne et à exister. Alors, moi, je l'ai mis sur YouTube, c'est un parti pris. J'ai décidé de le mettre sur YouTube, mais il est aussi sur Spotify et il est en vidéo. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que, bon, je connais personne qui regarde des vidéos sur Spotify, mais ça veut dire que quelqu'un qui me trouve sur Spotify et qui met en route l'épisode, si il ne verrouille pas son téléphone, ce qui lui permettra d'écouter en libre l'audio, il verra la vidéo. Okay, donc c'est pas du tout la même interface que sur YouTube, etc. Mais sur YouTube, vous savez bien qu'à moins d'utiliser des techniques un peu sombres ou de payer YouTube Premium, etc., quand vous êtes sur YouTube, si vous verrouillez votre téléphone ou quoi que ce soit, la vidéo, ça dégage. Alors moi, je sais que les gens qui m'écoutent en voiture. Vraiment des retours que j'ai. Et ça me fait rire parce que... Enfin, ça me fait rire. Ça me plaît aussi. Parce qu'en fait, moi, j'écoute 90% des podcasts que j'écoute en voiture. Surtout en ce moment, je fais beaucoup de routes. C'est pas par choix, mais par nécessité, je fais beaucoup de routes entre l'Ouest et Paris. Et cet été, ça va aussi bouger pas mal sur le Nord. Mais du coup, c'est marrant parce qu'on a un peu tous ce réflexe d'écouter un podcast. Et je sais pas, on est dans une espèce de... Pas un flow, mais dans une espèce d'état d'attention et de concentration, mais en même temps de détente quand on est en voiture, même s'il faut rester vigilant sur l'environnement, etc., qui nous permet justement d'être de bons écoutants, de bons écouteurs de podcasts. Donc voilà, donc pour tous ceux qui m'écoutent et que si vous êtes dans votre voiture à l'heure actuelle, là, tout de suite maintenant,
Je vous embrasse, je vous dis merci de m'écouter. J'espère ne pas trop vous bassiner et surtout, je vous en supplie les gars, laissez votre téléphone là où il est dans la voiture. Quand il y a une pub, parce que je sais sur Spotify, il y a des pubs qui se mettent à jaillir un peu de partout, même quand on paye Spotify, je sais plus quoi là. Vous êtes sur l'autoroute, vous êtes sur la route ou quoi, vous avez des gamins, une copine, une maman, enfin même peu importe ce que vous avez pas, laissez la pub tourner, c'est pas grave, elle va s'éteindre dans 15 secondes. Quittez pas la route des yeux pour prendre votre téléphone dans l'espace où vous l'avez laissé, juste pour passer la pub. S'il vous plaît, faites pas ça. Pas en écoutant mon podcast, mais même pas en écoutant quoi que ce soit. Vraiment, rentrez chez vous entier. Malheureusement, dans mon entourage, il y a quelqu'un qui nous a quittés il y a peu de temps à cause d'un accident de la route. Alors, c'est pas parce qu'il a pris son téléphone pour virer la pub MMA de l'épisode de podcast qu'il était en train d'écouter, mais c'est un accident de la route qui a été causé par une grave erreur d'inattention, mais pas la sienne. Et ça, c'est dur. C'est très, très dur quand on parle d'un père de famille ou d'une mère de famille. Pas la sienne. C'est-à-dire que lui, il n'y a pas d'erreur de son côté. Il y a une erreur en face et c'est lui qui part. Donc, désolé d'avoir plombé l'ambiance en exactement 17 secondes, mais c'est la réalité, d'accord. J'ai besoin de vous pour faire continuer ce projet, mais c'est pas moi l'intérêt. Ce qui est important, c'est les autres qui vont avoir besoin de vous aussi, votre famille, etc. Donc, ne touchez pas ce téléphone tant que vous roulez. Et laissez tourner, et puis tant pis si vous coltinez 40 fois la même pub. Je sais, ça m'arrive aussi, mais c'est pas si grave que ça. Ah oui, il y a quelque chose aussi dont j'oublie. Il y a quelque chose aussi dont j'ai oublié de vous parler hier, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il y a eu un deuxième fait qui fait que je vais pouvoir vous en reparler aujourd'hui. C'est assez drôle, mais hier matin, donc quand je suis venu tourner l'épisode dans cette même forêt, j'ai eu une petite scénette de film un petit peu, un truc un peu original. En général, quand j'arrive, il est 6h du matin et dans la forêt actuelle où je tourne, je peux vous garantir qu'à 6h du matin, il n'y a vraiment pas grand monde. Quand je vous dis pas grand monde, c'est qu'à 20 bornes autour de la forêt, il n'y a pas âme qui vive, à part les écureuils, les biches et autres ragondins et chevaux qui peuplent les terres ici. Et hier, par contre, quand je suis arrivé, je suis tombé sur une petite voiture blanche avec un mec qui était en train de trifouiller dans son coffre et qui avait pas l'air mécontent, mais qui avait l'air perturbé de me voir arriver. Bon, moi, je fais pas partie des optimistes absolus qui font confiance à tout et à tout le monde, qui pensent que l'humanité entière est bonne, etc. Je suis désolé, je suis pas constitué comme ça. Pour ceux qui connaissent mon parcours, vous savez que j'ai en plus de ça exercé précédemment des métiers qui font qu'on a une légère déformation professionnelle quant à l'attention qu'on va accorder aux comportements suspects et aux individus et la capacité qu'on peut avoir éventuellement à évaluer la dangerosité de quelqu'un, ou en tout cas d'une situation. Et évidemment, j'ai mon petit radar qui s'allume et qui me dit, bon, lui, il est quand même un peu chelou. C'est pas le contexte, hein, c'est pas dire, ah là, mais qu'est-ce qu'il fait à 6h du matin dans une forêt? Parce que moi, j'y suis aussi. Et je sais que je viens pas pour enterrer le cadavre de mon conseiller fiscal, hein. Je viens juste pour enregistrer l'épisode d'un podcast, ça fait un alibi un peu chelou. Si je m'imagine en train de dire à un officier de police judiciaire dans une enquête criminelle, non, je vous jure, j'étais pas dans la forêt pour ça, j'étais dans la forêt pour enregistrer un podcast. En même temps, si le podcast a été sorti et publié, c'est une preuve. Bref, on va éviter de trop partir en couille, mais donc le mec, je le vois, je me gare, je fais pas attention, enfin, je fais mine de pas faire attention, mais je vois qu'il me regarde plusieurs fois, il est un peu suspect, il a 50aine d'années, il a l'air fatigué, il ferme son coffre, il bidouille, et puis il finit par monter dans sa voiture, et il s'en va. Moi, je fais ma vie, etc., mais j'ai un réflexe quand même. Alors ça, vous allez dire, mais t'es un taré ou quoi? Écoutez, c'est des formations professionnelles, j'y peux rien, mais je le vois partir, et puis forcément, mes yeux croisent sa plaque, et puis forcément, quand on a appris à mémoriser rapidement une plaque, on la mémorise. Donc je la mémorise, et puis je finis par la noter très rapidement sur une de mes notes au cas où, si demain ou dans 3 mois, on m'apprend que une jeune fille, un jeune homme ou je sais pas quoi a été retrouvé en forêt et a dû théoriquement être enterré à telle date, etc. Si jamais ça arrive jusqu'à mes oreilles, ça fait quand même une information qualitative. Mais là, on est dans... C'est pas du tout pour ça que j'ai noté, c'est juste que mes yeux ont croisé la plaque et il se trouve que quand on a l'habitude de retenir les plaques, ça fait tilt tout de suite. Et puis je suis parti tourner mon épisode et j'y ai plus pensé à cette affaire. Et là, ce matin, je reviens. Il y avait personne ce matin quand je suis arrivé, mais vous savez, tout à l'heure il a plu un petit peu là pendant une vingtaine de minutes, et je suis retourné jusqu'à la voiture. Et là, pendant que j'étais à la voiture, donc j'ai passé un petit coup de téléphone, pendant que j'étais à la voiture,
la même voiture, le même gars avec sa même petite voiture est arrivé. Et il s'est garé, etc. Et encore une fois, il m'a regardé un petit peu l'air bizarre, etc. Donc, bon, rien de grave. Au moment de retourner enregistrer, filmer, parce que la puce est arrêtée, je sors de la voiture et je vois qu'il me regarde quand même avec insistance. Donc, au bout d'un moment, moi, je suis cool, je suis pacifique, tout ce que vous voulez, mais s'il y a un problème, il faut qu'on en parle tout de suite. Surtout que là, j'allais quitter mon véhicule et m'enfoncer dans la forêt. On ne sait pas, le type, il a un problème, il pense que j'ai un problème avec lui, il s'en prend. Enfin, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, je sens pas une grande dangerosité en face de moi, mais je prends mes précautions et donc je lui demande s'il y a quelque chose qui va pas. Je dis bonjour, il me demande s'il y a quelque chose qui va pas. Et c'est qu'en fait, on lui a apparemment, hier matin, il est allé se balader, etc. Et on lui a pris, alors, je sais pas comment c'est possible, il y a quelqu'un qui est venu et qui lui a pris ses barres de toit. Vous savez, les barres de toit, c'est... ce que j'ai compris, c'est ça. Hein. C'était un peu décousu comme explication, mais c'est ça les supports qu'il y a sur le toit des voitures pour on met des vélos, on met des bagages, etc. Et le gars serait parti en forêt. Donc on parle d'une forêt qui est dans le cul de la région nantaise, mais c'est vraiment pas dans Nantes, hein, c'est dans la région nantaise, à 6h du matin. Mais du coup, ça lui arrivait forcément avant, puisque moi, je suis arrivé vers... hier, je suis arrivé vers 6h30. Donc ça lui arrivait avant 6h30 du matin, un samedi 15 juillet, donc lendemain de 14 juillet. Et on lui a barbé ses barres de toit. En tout cas, c'est ce que lui m'a expliqué. Et donc, en fait, je sais pas comment il a pu se dire c'est lui qui m'a volé mes barres de toit hier, tandis que je suis arrivé après lui et qu'il a bien vu que j'avais pas de barres de toit dans mes poches, dans ma boîte à gants et non plus sur mon toit. Mais du coup, voilà, il voulait savoir si j'avais vu quelque chose, si je pouvais être vigilant, parce que il m'a demandé est-ce que vous venez. Il était un peu bizarre parce qu'il me dit vous promenez votre chien. Enfin, vous venez pour promener votre chien, et je lui dis ah non, j'ai pas de chien. Puis pour moi c'était évident, mais en fait parce que lui il venait pour ça, mais le chien était dans la voiture donc je le voyais pas. Et comme il était calme, il faisait pas de bruit, j'avais pas fait attention. Donc en gros, c'est un pauvre mec qui venait pour promener son chien dans la forêt et qui s'est fait. Alors ça arrive, faites attention à vos barres de toit, surtout que là, peut-être que les barres de toit étaient toutes neuves, j'en sais rien, mais la bagnole elle est dans un état, mon ami. Je pense pas que les barres de toit elles valaient plus que 15 € sur le Bon Coin et encore. Mais ouais, c'était improbable. Et il m'a un peu sonné là tout à l'heure quand je suis revenu pour tourner. J'ai quand même marché 5 minutes un peu comme ça. Et me disant, mais c'est incroyable. Comment ça peut arriver ? Comment on peut ignorer que les bois de France sont peuplés de bandits de barres de toit, quoi. Nous, on pense que c'est des mecs qui vont venir forcer des villas pendant la nuit, des villas où les gens sont en vacances et qui sont pas là. Des mecs qui volent des voitures. Non, il y a des mecs qui volent des barres de toit. Bon. Et en plus de ça, moi qui ai eu des barres de toit, alors c'est pas pour faire l'expert, je suis pas du tout, mais j'ai eu des barres de toit étant plus jeune et j'adorais les installer avec ma mère, mon père, etc. Et il me semble que normalement, si une barre de toit est bien installée, on ne peut l'enlever que si on ouvre les portières. Peut-être dis-je une bêtise, mais du coup c'est très bizarre. Ou alors ils ont réussi à ouvrir ces portières et plutôt que de voler la voiture et son contenu, ils ont volé les barres de toit. Et ils se sont carapatés en courant en disant « T'as vu, on a volé des barres de toit, on va devenir riche. » Donc faites attention, ouvrez l'œil, si sur LinkedIn, Facebook, Le Bon Coin, Twitter, Threads, je rigole, vous voyez passer une annonce de barres de toit dans la région nantaise, c'est certainement nos voleurs, nos bandits qui essayent de recéler. Donc faites attention à ça. Donc voilà, petite trêve, petite boutade, mais c'est pas une blague, hein, ce que je vous raconte sur notre ami. Je lui souhaite de retrouver ses barres de toit. J'avais pas prévu de parler de barres de toit dans cet épisode. C'est ça la magie aussi de la spontanéité, du fait de marcher et de se laisser voguer sur les flots de ses idées et de se laisser aussi impacter par l'environnement et par les personnages. Vous savez, comme dans les jeux vidéo, alors ça a un nom, mais j'ai oublié. Je suis pas du tout chaud en jeux vidéo, mais je sais que dans les jeux vidéo un peu scénarisés, où il y a une vraie histoire, il y a des personnages qui servent juste à délivrer une information. Ils sont là, ils sont en boucle, un peu, vous savez. Lui, c'était un peu ça dans mon histoire hier et aujourd'hui. C'est un mec qui était là pour me parler de l'anecdote des barres de toit. Et qui sait, peut-être qu'un jour, je serai celui qui résoudra l'enquête des barres de toit. Peut-être que c'est une affaire qui va prendre des proportions énormes et on le sait juste pas encore. Voilà. Donc là, je viens vraiment de niquer 10 minutes pour raconter strictement n'importe quoi, mais au moins, ça m'a permis de passer un petit peu le temps. J'aimerais bien qu'on parle d'un truc important. J'ai beaucoup divagué les derniers épisodes en vous parlant de mes idées, de mes problèmes de créativité. C'est marrant comme phrase. Problème de créativité, mais c'est vraiment mes problèmes de créativité, etc., etc. Mais je veux parler aussi de choses positives et pas que de problèmes, pas que de pain points, etc. En ce moment, je parle avec pas mal de potes à moi et il y a un sujet qui revient, c'est marrant, je constate une deuxième vague
mais une vague plus construite, une vague plus saine, plus studieuse sur l'IA. Il y a eu cette espèce de grande gifle que tout le monde a pris en début d'année avec ce qu'OpenAI a fait et tout ce qui ont suivi. Alors, je suis toujours sidéré par le manque de culture et surtout de curiosité des gens, parce que il faut quand même pas beaucoup d'efforts pour aller voir qu'en fait, OpenAI sont pas les seuls, tout en étant les rois dans l'audience principale et dans l'attention principale. Mais il y a plein de choses qui existent. Et il y a surtout plein de gens qui prennent la peine de partager et de vulgariser à ce niveau-là. Et je suis toujours assez sidéré que les gens connaissent juste le nom de ChatGPT. D'ailleurs, je soupçonne 80% des gens qui parlent de ChatGPT de jamais être allés sur ChatGPT. Ça, c'est une théorie que j'ai. Dites-moi si vous êtes d'accord avec. Et j'ai la chance d'avoir dans mon entourage des gens qui sont très très chauds. Enfin, la chance, ça me sert à rien à moi, mais qui sont chauds en IA. Alors, il y a soit les gens qui sont cultivés en IA. Il faut pas confondre. Et les gens qui sont chauds en IA. Et après, il y a les gens dont l'IA est le métier. Ça, c'est un autre sujet. Les gens dont l'IA est le métier, c'est un peu un avantage concurrentiel de base. Hein. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont cultivés en IA parce que l'IA les passionne, la technique les passionne, mais moins que l'envergure de ce que ça va apporter à l'histoire et de la variété de ce qui est proposé. Et des évolutions, c'est constamment en train d'évoluer. C'est ça qui est incroyable avec l'IA. Donc moi, je connais des gens qui sont vraiment des spécialistes un peu historiques de l'IA. Et quand je dis historique, c'est pas l'histoire d'il y a 50 ans, hein, c'est l'histoire d'il y a 2 semaines. Et donc, si je veux me tenir au courant un peu de ce qui est sorti, pas sorti, avec les grandes lignes et tout, mais tout en restant un peu méfiant du Dunning-Kruger, vous savez, le syndrome qui fait parler aux gens qui en savent le moins comme si c'était ceux qui en savaient le plus, mais parce qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe sans entrer profondément dans les thèmes. Donc ça, c'est pour la culture. Et après, dans la technique, il y a les gens qui sont spécialisés alors maintenant, c'est un grand mot à la mode, mais dans le prompt engineering, mais aussi dans l'IA, dans les codes qui permettent de travailler l'IA, dans les modèles, dans les intégrations, dans les futures intégrations, dans les futurs usages. Ça, c'est des gens qui sont vraiment deep, passionnés par la techno et par les évolutions plus que par la culture. Alors forcément, ils sont forcés d'être à jour sur la culture, un peu fatalement. Mais on sent que c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir technique que ça va développer et les astuces techniques. Moi, j'ai un petit... En dehors des spécialistes vraiment méchants qui peuvent être suivis, je ne les connais pas tous. Moi, je suis pas trop... ma tasse de thé, c'est pas trop les mecs qui vont vous pondre 19 carousels par jour pour vous expliquer que l'IA, c'est pareil que le copywriting. C'est tout comme le copywriting. Le moindre teubé peut s'en servir et faire des millions avec. Et c'est tout aussi grave que des gens comme ça soient suivis par des audiences aussi massives. Mais est-ce que c'est pas juste un reflet fidèle du niveau d'exigence, voire du niveau intellectuel de la masse de qui on est, nous, le peuple, entre guillemets? Mais quand je vois des mecs qui postent des trucs où ils t'expliquent que ChatGPT, en 3 trucs, tu l'as maîtrisé, tu l'as dompté, tu as tout compris, et qui se tapent des milliers d'interactions, alors que juste à côté, il y a des mecs qui sont des spécialistes, qui ont dédié leur vie, mais même on s'en fout de ce qu'ils ont dédié, c'est qu'ils déclarent de la valeur incroyable et qui délivrent, et il y a 3 pélos qui les suivent, et en plus ces pélos-là sont quasiment à leur niveau. Ça, c'est une énigme pour moi, mais en tout cas, l'IA n'est pas quelque chose de simple, l'IA est une des choses les plus complexes qui a jamais existé sur la planète, mais pour autant, cette chose complexe peut être touchée par le commun des mortels. En revanche, il n'y a aucune raison que le commun des mortels se prive de sa propre exigence en tant que futur utilisateur se masque les yeux, ferme les yeux sur le fait qu'il a un itinéraire d'apprentissage énorme. En fait, c'est ça qui est passionnant. Hier, je crois que c'était hier, j'interagissais sur le post d'une fille que j'adore qui s'appelle Mariam, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai oublié le nom de famille. Je suis désolé, Mariam, mais je mettrai le nom dans une description sur YouTube ou quoi qu'est-ce. Mais c'est une femme qui a un podcast génial et qui a vraiment une posture en tant qu'intervieweuse, enfin receveuse, qui est vraiment très bien tenue. Quand je dis bien tenue, c'est-à-dire qu'elle sait occuper cette place et elle donne de l'espace tout en amenant de la valeur. Et c'est tellement un exercice difficile. En plus de ça, elle prend la peine de mettre la qualité du contenu, donc son et vidéo, au plus haut possible de ce qui est faisable. Et moi, j'adore les gens qui font cet effort-là, parce que mine de rien, on a beau raconter, quand on sort des formations pour vendre au moindre glandu qui veut devenir entrepreneur, que de toute façon, la qualité, on s'en branle. Ce qu'il faut, c'est sortir le truc. Mais enfin, va te coltiner 20 heures d'épisodes à écouter les plus grands parler. Si c'est en contre-plongée avec une webcam des années 80 et les AirPods un peu mal recyclés dans les oreilles d'un mec sur Zoom, je te garantis, tu fais 20 minutes, tu t'arrêtes. Bref, donc je digressais, mais hier j'interagissais sur ce post-là parce que elle disait il faut accepter quand on commence dans un domaine d'être nul. Mais c'est pas accepter d'être nul, genre ah ben on est nul, c'est pas grave, c'est cool. Non, c'est l'étape indispensable à
valider qu'on embrasse une voie sur laquelle la progression est possible et donc que notre progression globale, c'est ce que j'ai expliqué en commentaire, enfin c'est ce que j'ai essayé d'amener en add-on sur le commentaire, c'est que si l'on progresse sur un sujet, on progresse nous-mêmes globalement tout court. Ça c'est un truc qu'il faut, c'est pas transcendantal, mais il faut l'avoir à l'esprit. Quand vous progressez sur un point extrêmement particulier, aussi ténu, aussi niché qui puisse vous paraître, comprenez que votre globalité, vous en tant que personne entière, progresse également. Ça a l'air moins violent, mais en fait le simple fait qu'une toute petite partie d'un sous-tiroir, d'un sous-thème, d'un projet avance d'une étape, le projet entier a avancé, même si c'est moins visible à grande échelle. Je vous jure qu'il repleut. En fait, c'est des vagues d'eau. Bref, je me laisse pas déconcentrer. Donc, je vous mettrai le lien pour aller voir ce que Mariam fait. On l'embrasse. Je suis désolé de ne pas avoir le nom de famille qui vient en tête, mais c'est quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn. Donc, j'ai une bonne mémoire, mais là, c'était limité. Je me souviens encore de la plaque d'immatriculation du pauvre mec qui s'est fait voler ses barres de toit. Mais Mariam, j'ai oublié ton nom de famille. Pardonne-moi. Donc, cessons la digression. Mais l'itinéraire de progression sur l'IA est énorme. Je parlais de l'IA pour vous dire que moi, en dehors des gros spécialistes que je suis, qui ne sont donc pas les mecs qui s'amusent à poster 19 carousels par jour avec des photos de leur gueule, qui vous disent que de toute façon, en 30 secondes, vous avez tout compris à l'intelligence artificielle, alors que ça fait 50 ans que les plus gros cerveaux de la Terre travaillent dessus, mais eux, ils savent mieux. Je suis des gens qui ont une capacité de vulgarisation élevée. Et dans l'IA, en plus de ça, moi j'ai besoin que les personnes soient sympathiques. Ce que j'appelle sympathique, c'est pas qu'ils fassent des sourires toutes les 3 secondes, c'est que je sente que la personne est qui elle est vraiment dans la vraie vie, et qu'en plus de ça, si je sens un petit peu de travail acharné, un peu de passion, c'est bingo. Et il y a un mec que j'adore, alors c'est pas que sur les sujets IA, mais c'est vrai qu'il a nettement intégré ce sujet à son catalogue majeur en ce moment, c'est Micode. Donc je vais dire une connerie, mais je crois que son vrai nom c'est Michael de Marliev, donc Micode, qui est un YouTuber, développeur, qui a été d'une capacité de vulgarisation monumentale sur YouTube. C'est pas un amateur, hein, c'est un poids lourd du truc. Mais allez le voir parce que dans son émission 1, dans son podcast émission Underscore, il aborde énormément l'IA, etc. Et je pense qu'il vous fera apprendre en quelques heures très agréables à écouter de podcast, et même pas quelques heures, beaucoup plus qu'en 10 jours passés sur LinkedIn à lire tous les carousels des super promoteurs de l'IA qui pensent que c'est... Enfin bref, je vous parlais de l'IA pour vous parler d'une espèce de... Donc je vais faire un teasing, presque du copywriting. Je vais vous parler d'un super pouvoir qui est bien trop ignoré. Alors attention, c'est des mots un peu bullshit, clickbait, mais je pense vraiment ce que je dis. Il y a un pouvoir que les gens ne voient pas dans les compétences, les capacités. Je pense que ça touche aussi beaucoup aux traits de personnalité, mais aussi à la vivacité d'esprit, à l'intelligence, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ce pouvoir-là. Et en fait, même ceux qui en profitent, j'allais dire même ceux qui l'ont et qui en profitent. Pour pas aller droit au but, comme c'est ma spécialité, mais pour vous faire vibrer à la bonne fréquence jusqu'à vous délivrer le nom de ce super pouvoir et vous faire comprendre à quel point il est important, faisons un tour rapide de ce que ça peut être d'autres super pouvoirs pour vous donner une échelle. Par exemple, je vous bassine depuis quelques épisodes avec la créativité. Le fait d'avoir des idées, et des idées géniales, en tout cas dans l'opinion de ceux qui vous écoutent, c'est un super pouvoir. Ce super pouvoir-là est d'une injustice et d'une inéquité désagréable, mais c'est la réalité. Moi, j'ai la chance d'avoir une créativité qui vraiment est active, mais il y a évidemment des gens qui ont 100 000 fois ma créativité. Mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que même si le fait de s'exposer à beaucoup de choses, ça doit de la créativité, le fait de faire attention à cette créativité, de la capturer, le fait de la favoriser, etc. Ok, il y a plein de choses, il y a plein de leviers. Mais en soi, je pense pas qu'on puisse développer sa créativité. Je pense que c'est vraiment mon opinion, ça veut pas dire que c'est vrai, mais je pense pas que vous puissiez devenir créatif. Vous êtes créatif ou vous ne l'êtes pas. Il y a des sujets sur lesquels vous serez créatif et d'autres non, mais prenons le sujet dans lequel vous avez le plus de possibilités de chances d'être créatif. Si vous n'êtes pas créatif sur ce sujet-là, vous n'êtes pas créatif tout court, c'est pas grave. Mais sachez que les gens qui sont créatifs et qui arrivent à en faire quelque chose, bah, c'est un super pouvoir. Maintenant, où est le mérite dans ce super pouvoir ? Nulle part. C'est comme Peter Parker qui se fait piquer par une araignée et donc qui hérite d'un pouvoir qui implique de grandes responsabilités. Il n'a aucun mérite, strictement aucun mérite d'hériter de ce super pouvoir-là. D'ailleurs, si on doit aller sur cette échelle-là, sur ce sujet-là, le seul... Alors, je parle de héros mainstream, hein, sinon ça ne marche pas. Les références trop pointues, ça a toujours endormi tout le monde, mais
le seul gars qui a du mérite dans le pouvoir qu'il détient dans les héros Marvel, DC, etc., c'est Batman. Or, Batman n'a aucun super pouvoir. Parce qu'il a construit son pouvoir, il a construit son personnage. Tous les autres, Superman qui est né sur la bonne planète avec les bons pouvoirs, les mecs qui peuvent te faire pousser des trucs avec leur mental, etc. Bref, où est le mérite ? Le mérite ne se situe pas dans le pouvoir, il se situe dans la cause qu'il sert. Hein, donc on va pas partir trop en couille sur de la philosophie, mais le mérite de détenir ce pouvoir-là est inexistant. Bah, la créativité, c'est pareil. Je sais pas, moi, les mecs ont on peut prendre un pouvoir dans le physique. Les mecs ont une génétique, ou les filles qui ont une génétique de dieu de l'Olympe depuis leur naissance. Depuis leur naissance. Alors attention, hein, ça veut pas dire qu'ils font pas de sport, qu'ils font pas d'efforts et tout, mais qui ont très très peu d'efforts à faire. Et qui ont vraiment de base une génétique et des capacités musculaires et physiques hors normes. Où est le mérite au service de quelle cause wow, pardon, ils mettent ce physique. Je pense qu'on arrive sur la fin de l'épisode, il va falloir que je coupe dans pas longtemps. Mais bref, on va pas tourner autour du pot 300 heures. Des super pouvoirs, il y en a plein. Il y a le pouvoir du charisme. Alors ça, je pense qu'on peut intervenir un peu dessus. On peut s'armer de choses dont on ne profitait pas précédemment ou mieux utiliser certains de nos atouts. Mais je pense pas qu'on devienne charismatique parce qu'on le décide du jour au lendemain. Il y a un capital à développer, mais encore une fois, celui qui est charismatique d'office, il n'y a aucun mérite. Aucun mérite. Ceux qui rentrent dans une pièce et qui se mettent à parler et qu'on écoute, alors il faut, encore une fois, que ce qu'on dise soit intéressant, mais il n'y a aucun mérite à avoir du charisme d'office. Donc, excusez-moi, tous ces super pouvoirs, etc., là, c'est super, c'est cool, mais il n'y a pas de mérite. Donc c'était pour vous expliquer un peu ce que j'appelle super pouvoir. Et il y a un super pouvoir que je classerais dans la même liste parce que je ne pense pas qu'on puisse le développer vraiment. Je pense en tout cas pas qu'on puisse le créer. Ça, c'est... Quand je dis le créer, ça veut dire vous naissez sans, vous êtes naissant et boum, vous déclenchez la capacité à l'avoir. On peut devenir le meilleur chanteur de reggae en travaillant de manière acharnée. On peut devenir le meilleur violoncelliste, devenir le meilleur jongleur, devenir le meilleur... Il y a plein de choses qu'on peut faire avec un travail acharné et du temps. Et une détermination sans faille, évidemment. Sinon, ça ne marche pas. Ce pouvoir... Pourquoi est-ce que je vous ai parlé de l'IA pour l'amener ? Parce que, vous savez bien, j'aime bien raisonner à ma manière et j'ai beaucoup de mal quand je sens que derrière mon raisonnement ou la manière que je vais avoir, hop là, instinctivement de penser, il y a 200 millions de personnes qui pensent pareil, qui sont d'accord, on est tous d'accord à mort, on pense tous la même chose. Ça, en général, j'ai je suis pas le seul, hein, mais j'ai un petit radar qui s'allume qui se dit, attends, il y a une douille dans l'histoire là. Si tout le monde, même mon coiffeur, pense la même chose que moi, c'est peut-être parce que j'ai pas pris le temps de réfléchir. Et moi, avec Léa, il y a un truc qui m'a frappé. Alors, c'est peut-être aussi le fait d'avoir eu la chance de côtoyer les gens que je côtoie, d'avoir en tout cas été avec eux au moment où l'IA a émergé dans le grand public. C'est la manière dont les gens voient l'IA et l'utilisent. Alors, je ne vous parle pas des gens qui craignent l'IA, qui disent qu'on va tous se faire tuer, etc. Enfin, faites vos films, faites vos vies. Il y a une industrie de cinéma pour ça. Il n'y a aucun problème. Je vous parle des gens qui utilisent l'IA, vraiment, qui ont embrassé le fait qu'on est dans l'expression du progrès. L'IA est l'expression de ce qu'est l'évolution, de ce qu'est le progrès, et donc qui utilisent ça pour faire partie de la vague, entre guillemets. Et il y a un truc moi qui m'a choqué tout de suite, c'est la notion il y a un terme qui est arrivé tout de suite. Alors je dis pas qu'il est faux, hein. Je dis juste qu'il m'a choqué dans sa quantité, dans le volume avec lequel il est cité et galvaudé. C'est le super assistant. C'est en gros ChatGPT et l'IA. C'est du super assistant, c'est être à vos ordres, être à vos souhaits et tout ce qui vous prend la tête, le faire faire à une IA. Oui, parce qu'il y a de la capacité technique qu'un humain et que même 100 000 humains n'auront jamais. Donc je comprends 1000 fois l'intérêt. Il y a juste un truc, moi, qui me sidère, c'est le gap qu'il y a entre l'état d'esprit et l'estime involontaire qu'il y a dans l'esprit de quelqu'un qui va craindre l'IA presque de manière vitale, dans le sens j'ai peur pour ma vie, mais surtout j'ai peur pour mon boulot, j'ai peur pour l'avenir et tout. Dans l'esprit de quelqu'un comme ça, l'IA, elle est au sommet du piédestal, du trône, du monde, de l'Olympe. Elle est supérieure en tout. Même si c'est pas comme ça que c'est exprimé. Si on craint, c'est qu'on se sent en danger. Et dans l'esprit de quelqu'un qui va bouffer des carousels toute la journée, parce que l'IA, de toute façon, c'est un truc de mongol que n'importe qui peut maîtriser en 2 minutes, et encore 2 minutes, c'est si vous êtes lent. Hein ? Voilà. Dans son esprit, même si au fond il y a peut-être là où il y a une vraie sincérité, ça serait aussi de se sentir inférieur, mais
dans l'esprit de dans ce qui est exprimé, c'est plutôt l'IA, c'est un peu le commis qu'on met à son service, c'est un peu la machine qu'on va maîtriser, c'est un peu le bon outil bien sharp pour les gens intelligents. Et c'est un peu comme une Formule 1. Au début, si on vous assoit dans une Formule 1 et que vous savez à peine conduire une voiture normale, il y a de très fortes chances que vous mouriez. Mais en fait, il y a même très fortes chances que vous sortiez jamais du paddock et que vous démarriez jamais. Mais une fois qu'on vous explique les choses, ça a beau être une machine de guerre. Alors on dit pas que vous allez devenir vous des champions, mais n'importe qui est capable de conduire une Formule 1 s'il sait conduire une voiture, en tout cas de lui faire 100 mètres sans se tuer. Et pourtant, c'est une Formule 1. Donc voilà, j'ai pris l'exemple de la Formule 1 pour pas prendre l'exemple d'un Boeing 747, parce que c'est un peu plus complexe. Mais en gros, voilà, pour moi, dans l'esprit des gens qui voient l'IA comme un super assistant, c'est comme ça qu'ils voient l'IA. C'est quelque chose de ouais, c'est un peu complexe, ça gigote et tout machin, c'est incroyable, ça évolue. Mais bon, on le met à notre service et il n'y a pas de souci. Bon, c'est un point de vue. Moi, j'ai un autre point de vue, c'est que l'IA, d'après moi, elle nous est forcément, par définition, supérieure en termes de capacité, de possibilités. Mais elle a surtout une caractéristique qui est... En fait, l'IA, c'est un peu l'humain multiplié. C'est l'humain exponentiel. Mais il y a une caractéristique de l'humain qui est propre à tout être vivant, en tout cas dans notre réalité, dans notre nature, nature avec un grand N, c'est l'évolution. C'est-à-dire que l'IA aussi va évoluer. Elle va évoluer par son environnement, par les usages qu'on va lui imposer, et donc qui va consolider certains de ses atouts et en réduire d'autres, mais elle va évoluer par elle-même, comme l'humain. Mais sauf que cette évolution, elle est aussi soumise à ce critère d'exponentialité. Je parle comme si j'étais un scientifique à une grande convention, mais je pense ce que je dis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'IA va évoluer des millions de fois plus vite que nous. Donc, ce que je veux dire, c'est pas est-ce qu'il faut considérer que l'IA est supérieure ou inférieure, c'était pas du tout là que je voulais en venir, mais moi, je vois pas du tout l'IA comme un super assistant, même si je sais très bien que, parce que des gens l'ont montré, on peut en faire un super assistant, et c'est top. Hein. Je dis pas qu'il faut pas le faire, attention. L'IA, elle va pas venir toquer chez vous parce que vous l'avez fait faire le super assistant. En tout cas, je pense que nous, on sera pas vivants le jour où ce sera techniquement possible que ça arrive. Hein, on n'est pas dans iRobot, etc. Bref. Mais moi, je vois plutôt l'IA comme une espèce d'interlocuteur et d'esprit. Alors, je l'ai bien compris, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de... Chut, calme-toi, José. Une espèce d'interlocuteur et d'esprit, entre guillemets, bien que synthétique, qui ne m'était pas auparavant accessible. Donc je ne dis pas que je n'ai pas eu la chance d'avoir des interlocuteurs de légende il y a un très haut niveau dans ma vie, et je ne dis pas qu'en plus sur la planète, il y a des millions d'autres interlocuteurs à des niveaux 10 fois supérieurs que je n'ai jamais croisés et peut-être je ne croiserai jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que l'envergure des possibilités, des capacités qu'a une IA et que va avoir l'IA, alors peu importe laquelle, hein, moi je parle dans sa globalité, mais c'était pas accessible auparavant aux communs des mortels comme moi. Moi, je suis pas chercheur, je suis pas dedans depuis 20 ans. Je découvre ça un peu comme vous. Alors j'ai la chance, comme je vous disais, d'avoir un cercle où il y a beaucoup de gens qui sont plongés dedans et donc qui me donnent des insights et qui me donnent des choses peut-être plus rapidement qu'à d'autres. Mais de toute façon, on est tous égaux à ce niveau-là. C'est soit on embrasse le chemin, soit on prend le train, soit on le fait pas. Mais j'ai du mal à voir l'IA comme juste un super assistant. Et du coup, j'ai voulu tester cette chose-là, cette capacité. Et en fait, en jouant à comment transformer l'IA en super assistant, je me suis pris à un autre jeu. Donc moi, je ne supporte pas transformer l'IA en super assistant. C'est pas que j'ai pas de lien affectif avec ChatGPT ou avec l'IA, mais ça m'amuse pas. Je trouve qu'évidemment, il y a plein ça amène plein de valeurs, etc. Mais moi, dans mon quotidien, j'en ai pas l'usage. Et ça ne m'amuse pas. Par contre, j'ai compris que l'IA sert à une chose pour les gens comme moi, c'est que moi, j'ai pas besoin de créativité. J'ai trop de créativité. Par contre, parfois, ma créativité s'amorce sur la mauvaise piste. Et ça, je ne le choisis pas. Quand une idée me tombe dans le ciboulot, je ne choisis pas dans quelle zone elle va tomber. Je ne choisis pas sur quel thème elle va tomber. Là, je marche, boum, j'ai une idée sur une nouvelle marque de chaussettes. C'est pas vrai. Et c'est difficile d'intentionnellement imposer à ma créativité sur quelle piste va s'enclencher la prochaine idée. C'est un peu ce que je vous disais dans un épisode précédent où je dis il n'y a rien de pire pour avoir une idée que de faire un brainstorming, puisqu'il n'y a rien de pire pour avoir une idée que de vouloir avoir une idée. Je me suis rendu compte qu'avec ChatGPT, enfin en tout cas avec l'IA, je pouvais un peu plus maîtriser l'amorce d'idées. Enfin l'amorce de la bonne piste sur l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, je vais lui soumettre
Alors, je vais pas vous faire un cours de ce que je fais, hein. De toute façon, j'ai fait des tests de manière très décousue et pas du tout professionnelle, mais je vais lui soumettre les environnements dans lesquels je veux avoir une idée, les sujets, les thèmes, etc. Je vais un peu boxer avec lui pour qu'il me soumette des trucs, mais des fois qui sont complètement débiles, complètement bullshit ou brillants, peu importe, c'est pas ça le sujet. C'est qu'il va, lui, faire le premier pas. Il va, lui, pondre la première pierre, la toute première base, et ça, c'est quelque chose qui, moi, me déclenche quasiment à coup sûr un élan de créativité. Pourquoi ? Et c'est là le super pouvoir dont je veux vous parler, parce qu'il va falloir que je coupe court, mais je ne veux pas vous laisser sur votre faim. Bon, la créativité, etc., machin, c'est un super pouvoir en soi, mais le super pouvoir qui vient dans un second temps, c'est le fait de savoir corriger. Et quand je dis corriger, c'est plus aiguiller. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu... Alors moi, j'ai jamais fait de cheval de ma vie. J'ai un peu du mal avec Je sais que c'est des animaux qui sont incroyables et qui nous en veulent pas, etc. Mais j'ai un peu du mal avec le côté genre je monte sur un animal. Sauf si vraiment demain, j'ai pas le choix pour sauver ma vie, je le ferai. Mais tant que je peux éviter de le faire et que je peux monter sur ma moto, je préfère. Voilà. Quand vous faites du cheval, vous pouvez vous raconter tout ce que vous voulez, que c'est vous qui prenez la décision de le faire aller là, de machin de truc, parce que, comme sur une voiture, quand on tourne le volant à gauche, quand on met l'éperon là, quand on tire, alors je dis n'importe quoi, le truc il va à gauche, ouais. Alors on en connaît un paquet qui se sont fait soulever leur grand mort sur un cheval et qui sont passés de l'autre côté de la barrière parce qu'ils étaient un peu trop persuadés de leur capacité à maîtriser et à être en contrôle. Donc évidemment que la personne qui monte le cheval a un énorme impact sur la direction où va prendre le cheval et la manière dont il va aller vers cette direction, la vitesse, l'intention, la discrétion, je sais pas, je raconte n'importe quoi, mais vous avez compris tous les paramètres qui font que le cheval se déplace, mais c'est le cheval qui le fait. Et si le cheval le fait pas, il y a rien d'autre à faire, hein. Faites la même chose avec un âne, vous allez voir. Et donc quand je dis la correction, c'est pas vraiment la correction, parce que la correction, c'est le cheval va à gauche, vous lui rentrez un truc dans la gueule et il va aller à droite. Ça, c'est corriger. Et c'est important de savoir corriger. Alors, oublions la métaphore sur les chevaux, faut pas mettre je veux pas qu'on maltraite des chevaux à cause de ce podcast. Mais parfois, l'IA va aller dans une direction et vous allez devoir la corriger parce que c'est vraiment pas là qu'on veut aller. Mais il y a aussi la capacité à aiguiller parce que vous voulez qu'elle garde un petit peu alors on ne sait pas le qualifier, mais de cette espèce de liberté et d'imprévisibilité dans ce qu'elle va vous pondre. C'est comme sur Midjourney. Moi, sur Midjourney, donc il y a un outil de génération d'images par intelligence artificielle. Essayez les prompts les plus courts possibles. Les prompts en 2 mots. Vous allez voir à quel point, quelle est l'envergure des possibilités de création de cet outil. C'est bluffant. Enfin, je veux dire, c'est à tomber par terre. L'IA, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut laisser le plus possible de liberté à l'intelligence artificielle dans les stades où c'est encore possible. Aiguiller, et ça, c'est un vrai talent, c'est un vrai super pouvoir. En tout cas, moi, j'adore le faire et j'y arrive. Je ne suis pas certain qu'il y ait une méthode, je ne suis pas certain que ce soit une capacité à apprendre. Je vais vous dire dans 2 secondes pourquoi. Et après, évidemment, quand il y a besoin de faire une correction, vous corrigez. Mais moi, ce que j'appellerais correction, c'est plutôt, vous avez fait faire tout le job à l'IA. Oui, parce qu'il y a un truc aussi qui m'insupporte chez les mini-gourous de l'IA sur LinkedIn, c'est que pour eux, le taf, il est finalisé, validé à la fin, quoi. C'est-à-dire que ce qui sort de l'IA, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce qui t'empêche de le retoucher, le taf qui a été fait par l'IA, en mettant ta verve, ta plume, ton truc, ton point là où tu veux? Rien. Donc fais-le, ne casse pas la tête, arrête de nous gonfler. Après, je parle pas des systèmes qui sont montés en full automation, en full automatisation, où il n'y a pas d'intervention humaine, etc. Mais ça m'intéresse pas spécifiquement. Donc voilà, donc pour obtenir des grandes choses, moi j'utilise l'IA comme démarreur, comme réacteur de première poussée sur la piste où j'ai envie d'avoir des idées. Alors des fois ça marche pas, mais ça marche une grande majorité du temps. Ensuite, c'est ma créativité qui prend le relais, qui gesticule, et puis je vais essayer de structurer grâce à GPT, donc en parlant avec lui, et puis je vais l'aiguiller, mais tout en lui laissant la possibilité de me surprendre, la possibilité de me faire aller dans une direction que je n'avais pas prévue. Surtout, ne faites pas l'erreur de penser que vous êtes supérieur à une intelligence artificielle. Vous êtes déjà à peine supérieur à l'intelligence d'un chimpanzé. Allez-y mollo sur l'IA. Avec vos super assistants, vos commis, bientôt on dira l'IA c'est nos petites putes. Non. Si un jour il y en a un des deux qui doit devenir la petite pute de l'autre, j'ai mon idée sur les pronostics, mais ça on va pas en parler aujourd'hui. Donc ce que je veux dire, c'est allez-y mollo, soyez humble intellectuellement et utilisez l'IA en vous disant qu'elle dispose d'une espèce de fougue
et de capacité à surprendre dont vous ne disposez pas. Et en plus de ça, qu'elle peut ensuite, avec un aiguillage extrêmement bien mené et de la correction, aller très loin dans la logique et aller très loin dans la qualité de délivrer des résultats de qualité. Donc c'est ça que je voulais dire. Mais donc la capacité à corriger, c'est vraiment un super pouvoir. Et là, je vous parlais de l'IA pour vous l'amener, et c'est vraiment la fin. C'est que cette capacité à corriger, moi, je ne l'ai pas constatée avec l'IA, je l'ai constatée avec les humains. Et c'est une des choses que je sais le mieux faire. D'ailleurs, ça a failli devenir un de mes business, c'est juste que c'est pas assez cadré. Mais moi, je sais faire des feedbacks, mais quand je vous dis faire un feedback, c'est pas c'est pas mal. Putain, on sent bien le curcuma. Non, c'est pas ça un feedback. Un feedback, c'est je te dis quelque chose de tellement clair et de tellement actionnable dans la suite des événements que, à moins que tu ne reçoives pas le feedback ou que tu désires ne pas le recevoir, il y aura un progrès, il y a une itération positive le lendemain. Et ça, c'est quelque chose que je ne montre pas, mais je sais que j'adore faire ça et je sais que j'ai jamais de retour négatif. Alors évidemment, il y a plein de gens qui peut-être n'osent pas me faire un retour négatif, étant donné que je fais 2,10 m, 140 kg de muscles et que je suis un psychopathe. Vous l'aurez compris. Mais voilà, c'est quelque chose qui a toujours fait... Et j'ai toujours fait ça, j'ai toujours été même plus jeune là-dedans. Alors il y a des gens avec qui ça passe pas. Après, ne corrigez pas des gens qui... Alors, corriger, c'est pas le bon terme, mais... le pire terme, c'est rectifier, même s'il a du sens. Mais ne corrigez pas des gens qui ne l'ont pas sollicité, parce que c'est le pire truc à faire. Par contre, quand des gens ont l'humilité de vous demander, ayez l'humilité de le faire avec bonne foi. Et si vous n'avez pas s'il n'y a pas de traction, si vous ne sentez pas d'inspiration, de correction par rapport à ce qu'ils vous présentent, ne corrigez pas, en fait. Fermez votre bouche et racontez pas de merde. Soyez honnête et dites que ça ne vous inspire pas. Mais donc voilà, ce super pouvoir, pour moi, c'est la capacité à corriger les gens. J'ai pas mal de gens là qui s'amusent parfois à me prospecter. Alors, ils s'amusent pas, c'est leur métier, mais à me prospecter sur LinkedIn ou par mail, etc. Et des fois, ça me démange de leur dire, mais attends, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais c'est pas comme ça qu'on corrige. On corrige en donnant des explications très pédagogiques et en délivrant un appel à l'action, en tout cas une opportunité de s'améliorer. Après, la personne n'est pas obligée de la saisir. Mais voilà, donc écoutez, je vais couper là parce que ça fait à mon avis beaucoup trop de temps que j'enregistre, donc je vais pas sacrifier de ce que j'ai enregistré, c'est pas une bonne idée. Je sais que ça tombe toujours entre 1h10 et 1h15, à part le premier épisode qui a été un peu spécial, mais tant pis si ça déborde, il y a des épisodes qui font 1h45. Si je laisse l'épisode jusqu'à 1h45, c'est que j'estime que ça valait pas la peine de couper, et il n'y a aucune raison de le faire. Voilà, donc je vous embrasse, encore merci à toutes celles et à tous ceux qui sont là, qui sont présents, qui prouvent par leur attention et par les petits retours qu'ils font que ils écoutent. C'est pas un podcast qui génère du business, c'est pas un podcast qui génère de l'argent, c'est juste un truc entre vous et moi. Donc si vous voulez faire partie de ceux qui m'écoutent, allez-y, abonnez-vous, pensez à le faire, parce que on est vite noyé dans un flot d'informations et on peut ne pas être au courant que quelque chose est sorti. Surtout qu'à force de faire 2 épisodes par semaine, etc., ça va s'accumuler vite. Mais n'hésitez surtout pas à donner de la force si c'est votre intention. Si vous avez envie de me donner de la force, vous êtes sur Spotify, ça vous prend un clic de faire 5 étoiles. Un clic. Et moi, je pensais que quand on faisait ça, ils allaient vous demander, vous savez, justifier la réponse avec un texte, etc. Non, un clic, un coup de doigt sur l'écran. Même en prétendant que vous n'avez pas fait exprès, c'est pas grave, ça me va. Un clic sur 5 étoiles, ou sur 4, ou sur 3, ou sur 2, sur 1, mais en tous les cas, mettez ce que vous pensez, un clic. Et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous, ça fait plaisir, parce que les likes, c'est bien, mais on ne sait jamais vraiment qui like et qui fait quoi. Quand on voit les abonnés, on se dit, bon, il y a quand même une initiative, même si en soi, on sait qu'on ne va pas transformer la vie de la personne, et que la personne peut se désabonner à tout moment, mais on voit grossir le momentum, on voit grossir un petit peu les efforts, le résultat des efforts qu'on fait. Donc voilà, j'arrête là. Encore merci à tous, encore merci à toutes. On se retrouve pour les prochains épisodes qui vont être tournés la semaine prochaine, en priant pour ne pas se manger d'orage sur la gueule. Prenez soin de vous, faites des choses, exécutez, et on se reparle très vite. T'es encore là ? Je sais pas ce qui t'a poussé à rester jusqu'au bout, mais justement, ça m'intéresse. Avant toute chose, si la balade t'a plu, abonne-toi, vraiment. Si tu le fais, ça va me rendre heureux. Quand je suis heureux, j'ai plus d'inspiration. Et ça se ressentira dans les prochaines marches. Si t'es sur YouTube et que t'as un grand cœur, et je sens que c'est le cas, tu peux m'envoyer de la force et du feedback en commentaire. Et pour me suivre ailleurs, trouve-moi sur LinkedIn. Je m'appelle Basile Vierne. Basile avec un E comme empereur à la fin. Et Vierne, ça s'écrit V comme Viagra, I comme imbroglio, E comme essuie-glace défectueux, R comme rien ne sert de courir, il faut partir à point, N comme narcotrafiquant, et enfin E comme encore merci et à très vite pour un prochain épisode. Bise. Mais alors à qui parle-t-il à la fin ? À lui-même, paraît-il. Eh bien, on marche vraiment sur la tête, cher ami. Et si vous me dites en parlant, je vous en colle une.